Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous laisse encore quelques secondes pour vous installer et nous débutons ce conseil municipal. Mesdames et messieurs, encore bonsoir. Je laisse monsieur Leboeuf démarrer par l'appel. Merci beaucoup. Bonjour. Amaro Romain. Présent. Fioril Reynaud Joël, excusez pouvoir monsieur Amaro. Scamaroni Michel. Melchion Katia. Lamat Jean-Charles. Gorlier Lacroix Solange. Estève Cédric. Nicolaï Michel, excusez pouvoir madame Melchion. Adjuto Michael. Garnier Eliane. Boroni Lionel. Noruchet Claire. Dominguez de Caravallo Frédérico. Guida Nadège. Leboeuf Tom présent. Varon Brigitte. Mérantier Jean-Marie. Juventeni Isabelle. Long Didier. Marchetti Rose-Claire. Vesperini Romain. Manivet Valérie. Liger Eric, excusez pouvoir monsieur Long. Chaïd Ismail, excusez pouvoir monsieur Estève. Boucher Grégory. Sconemiglio Ambre. Nozière Sampère Martine. Casbarian Claude. Paletti Jean-Yves. Fusonne Maximilien. Coche Emmeline. Giraud Jean-Luc. Kerbar Magali, pouvoir monsieur Fusonne. Excusez pouvoir monsieur Fusonne. Musso Jean-Philippe. Gratrubert Sandrine. Merci monsieur Leboeuf. Nous passons à l'approbation des deux précédents procès-verbaux. Concernant le premier sur les élections sénatoriales, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Nous mettons au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Nous passons au deuxième procès-verbal, toujours du 5 juin. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Musso. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement deux remarques sur le dernier procès-verbal, page 5 concernant le data center. Il est fait mention. Concernant le data center, en effet, nous avons transmis au CIQ avec qui vous travaillez les conclusions des deux cabinets d'avocats. Nous pouvons vous les redonner si vous le souhaitez. Donc vous n'avez rien communiqué au CIQ et nous n'avons rien reçu. Ça, c'était la première remarque. La seconde concerne la Maison du Tourisme, page 6, concernant le non-remplacement pendant la période estivale de l'agent municipal en congé. Vous nous avez répondu qu'il était impossible de répondre comme ça sur le sujet RH en plein conseil municipal, et vous nous avez invité à formuler une question orale qui serait analysée. Quand on reprend le compte-rendu du 3 juin, donc avant le conseil municipal, de la Maison du Tourisme, il est clairement fait mention que la Maison du Tourisme sera fermée du 15 juillet au 14 août. Il est précisé dans le compte-rendu car nous ne disposons pas de personnel de remplacement. Donc fermer la Maison du Tourisme en pleine période estivale, c'est envoyer un signal un petit peu particulier, celui d'une commune qui ne prend pas au sérieux son attractivité. En tout cas, on a eu la réponse à notre question. Voilà. Merci beaucoup pour ces deux questions. Concernant la première sur le data center, alors écoutez, on ne comprend pas votre questionnement, parce qu'en plus même les journalistes ont été destinataires des deux conclusions, donc les journalistes et les membres du CIQ l'ont bien reçu, puisqu'après vérification, tout le monde a bien été destinataire du communiqué de presse qui reprenait l'intégralité des conclusions des deux cabinets. Donc là, c'est un point qui est assez surprenant, parce que d'ailleurs, nous avons été questionnés par des journalistes à ce sujet suite à l'envoi du compte-rendu et donc du communiqué. Concernant la Maison du Tourisme, alors effectivement, après renseignement, nous partageons totalement votre avis. Nous sommes dans une situation où la Maison du Tourisme doit fermer en période estivale. Et effectivement, en fait, nous sommes assez surpris de la manière dont les choses étaient gérées ces dernières années, puisqu'après renseignement, il s'agit de la pose de congé de l'agent qui est payé par les impôts des Pénois, l'agent municipal mis à disposition de la Maison du Tourisme qui prend ses congés pendant la période estivale, soit la période la plus forte en termes d'attrait. Donc nous avons évoqué ça avec le président du tourisme, de la Maison du Tourisme, qui nous a évoqué que ça a toujours été de cette manière, que ça a toujours fonctionné comme ça. On lui a apporté un fonctionnement différent, c'est qu'à notre sens, la ville ne doit pas payer deux fois des impôts pour pallier au congé d'un agent qui part en vacances en période d'attractivité forte.
dans n'importe quelle structure, que ce soit municipale, une collectivité territoriale ou une entreprise, bien entendu qu'il n'est pas acceptable qu'un agent ou qu'un salarié se mette en congé quand il s'agit d'avoir une attractivité très forte et une activité très forte. Donc nous avons demandé au président de la Maison du Tourisme de revoir ces éléments pour l'année prochaine, mais bien entendu que nous ne pouvions pas modifier quoi que ce soit pour cette année puisque les congés étaient déjà posés sous l'ancienne mandatura. Donc c'est une différence de vision. Là, pour le coup, de notre vision, nous n'avons pas engagé des impôts pour pallier aux congés estivaux posés par un agent sur la Maison du Tourisme en période estivale. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Nous passons dorénavant aux premiers éléments du conseil municipal avec, vous l'avez inséré dans les documents qui vous ont été remis, le tableau des marchés attribués au mois de mai. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Fuson. Juste avant, il y a eu des décisions prises par des délégations du conseil municipal. J'allais y venir juste après, mais si vous voulez qu'on inverse, ça ne me dérange pas, comme vous voulez. Je croyais que vous aviez... Non, pas de souci. Bon, c'est juste la requête présentée par la SI Les Rigons tendant à l'annulation de l'arrêté du permis de construire du 17 mars 2026. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, donc nous avons communiqué assez fortement sur le sujet. Nous avons eu la fâcheuse surprise de découvrir que l'ancienne majorité avait validé deux permis de construire quelques jours après les élections municipales. Donc je rappelle qu'en fait, il y a une semaine de battement entre les élections municipales et l'élection du nouveau conseil municipal. Et la majorité sortante avait profité de ces quelques jours pour signer deux permis de construire. Et nous avons décidé d'engager toutes les démarches juridiques nécessaires pour valider l'une des attentes des Pénois, qui est de lutter contre l'urbanisation massive. Deux permis de construire avaient été déposés. Le premier, donc sur plan de campagne, concernant le sujet que vous évoquez, 36 logements sur un secteur où il n'y avait pas du tout d'adaptation des infrastructures, que ce soit les écoles, les crèches, les routes et tous les autres items que vous connaissez. Et le deuxième permis de construire que nous avons annulé, encore une fois, qui avait été signé juste après les élections par l'ancienne majorité, c'est un permis de construire de 85 logements sur le chemin des Rigons, sur un chemin où aujourd'hui deux voitures n'arrivent pas à se rencontrer et se croiser. Donc ça fait partie des premiers sujets que nous avons traités et nous avons donc lancé toutes les actions juridiques et merci beaucoup aux services de l'urbanisme qui se sont mobilisés pour répondre à l'attente des Pénois qui est de lutter contre l'urbanisation massive sur des secteurs qui ne sont pas en capacité d'absorber de tels permis de construire. D'autres questions ? Donc je laisse sur la partie marché, pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres interrogations concernant les décisions ? Nous passons donc à l'ordre du jour du conseil municipal avec la première délibération. Je laisse la main à Madame Claire Norruchet. Donc, bonsoir à tous. Alors la délibération présentée propose l'adhésion de la commune au réseau Vélo et Marche. Cette association regroupe plus de 450 collectivités qui sont engagées dans la transition vers des modes de déplacement durables et inclusifs. Elle propose des formations, des rencontres et elle permet d'avoir une culture commune à la fois pour les élus mais aussi pour les techniciens et pour les agents des collectivités adhérentes. Compte tenu de l'engagement de notre commune, traduite par un programme ambitieux en la matière, Monsieur le maire propose de valider l'adhésion à ce réseau pour un montant annuel de 572 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci, Madame Norruchet. Nous passons à Monsieur Boroni. Bonsoir. Deuxième délibération, c'est la convention de mise à disposition des locaux municipaux pour les associations. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. La 3. La troisième délibération, c'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Les Archers Pénois, qui est dirigée par Madame Tamissé Odette. Pour un montant, alors je vais décrire un petit peu. La demande de subvention, c'est
Bon, le total, il y a 3 300 € de fonctionnement, 1 000 € pour l'organisation des manifestations, 1 000 € pour l'achat du matériel handicap, et 1 000 € pour le championnat de France, pour une subvention de 6 300 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 4. La 4, c'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Vélo Club de Saint-Antoine-de-la-Gavotte, qui est présidée par M. Muscat Michel. La demande de subvention, tout simplement, je n'ai pas le retour. Il y a 6 300 € de fonctionnement, il y a 700 € pour la course des Scooby-Doo. Non, je me suis trompé. Désolé. On revient. Il y a 6 000 € pour le fonctionnement, 2 500 € pour le savoir rouler à vélo et 5 000 € pour le cross de M. Joe Muscat, pour un montant de 13 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 5. 5e, c'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive l'Amicale des Pennes Mirabeau, qui est présidée par M. Culté. La demande, c'est 6 300 € de fonctionnement, 700 € du cross du Scooby-Doo, 1 500 € pour les projets d'école en fonction des prorata des écoles bénéficiaires, pour un montant de 8 500 € pour l'exercice 2026. Des questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 6e délibération, l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Tambourin Club des Pennes Mirabeau pour l'exercice 2026, présidé par M. Gounou Philippe. Il y a 5 000 € de fonctionnement, 15 000 € pour le mondial du tambourin, 3 500 € pour la location des tribunes et 2 500 € pour la location dans la tribune 2026 et 3 500 € pour la location 2025, pour un montant de 15 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Gratrubert. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Sur cette délibération, on l'a évoqué en commission. Et apparemment, il était convenu avec l'ancienne majorité que la tribune, la location de tribune restait à leur charge. Juste une précision, pourquoi ça a été rapporté sur l'année d'après. La location de tribune par rapport à l'ancienne majorité? Oui, celle que vous avez reportée. Il y a un des deux montants, je ne sais plus si c'est 3 500 Oui, c'est de 2025 de 3 500 €. Voilà, qui a été reporté. Pourquoi? Juste une précision parce qu'on en a parlé rapidement en commission. Donc, du coup, On s'est peut-être mal expliqué. Les 3 500 € qui ont été crédités pour cette subvention-là, on leur avait dit qu'on la mettrait en 2026 parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de nous poser le devis, tout ça pour la tribune, ça avait été fait tardivement. Donc on l'a reporté là-dessus, ils l'ont gardé sur la convention et à la mise à et la subvention par contre, c'est pas 15 500, c'est 26 000 € attribués au tambourin. 1 500, c'était en 2025. Non, c'est 26 000 € en tout, pardon. Il y a 15 000 € pour le mondial, 5 000 € de fonctionnement, 3 500 € de la location et 2 500 € pour la location. Ça fait en tout un montant de 26 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 7. La 7e, c'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association Pennes Mirabeau Cadono Rugby pour l'exercice 2026. La subvention, c'est 35 500 € qui se décompose à 30 000 de fonctionnement, 1 000 € pour le projet santé, 1 000 € pour le projet d'échanges internationaux tournoi France-Italien, 1 500 € pour les tournois des écoles, 1 000 € pour les écureuils en 2025 aussi, et le projet 1 000 € pour les écureuils de cette année. En tout, 35 500 €. Et le président, c'est M. Horry Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci Monsieur Boroni. Nous passons à Madame Juventini. Alors bonjour.
Là, la délibération numéro 8 concerne l'attribution d'une subvention municipale à l'association L'Arche de la Gazelle. Il s'agit de la signature également d'une convention de partenariat. Les associations sont très importantes et en ce moment, c'est crucial pour nous en ce qui concerne le trapage des chats, les soins aux chats, la stérilisation. On est en pleine campagne de stérilisation. Je demande à ce que le conseil municipal adopte la convention de partenariat proposée et également une somme de 850 € est attribuée pour l'exercice de 2026. Voilà, donc pour adopter, autoriser le maire à signer la dite convention pour l'Arche de la Gazelle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Gratrubert. Sur cette délibération, l'Arche de la Gazelle, donc 850 € pour 2026, ok. Sur les deux autres associations de la... Il n'y en a plus qu'une, hein. Il n'y a que 2 associations qui travaillent avec nous. Et l'année dernière? Les 4 Apénois et oui. Ouais. Ils avaient reçu donc 250 € sur le dernier trimestre, c'est ça, une en septembre et une en octobre. Par contre, est-ce qu'elles ont demandé une subvention pour cette année? Les associations? Ces 2 associations-là. C'est les 2 associations dont nous parlons là? Oui. 4 Apénois et l'Arche de la Gazelle? Non, et les ailes de la paix. Les ailes de la paix, non, elles sont parties d'elles-mêmes en fait. Elles ne souhaitaient plus continuer avec nous. Et l'autre? Les 4 Apénois restent, oui. Et ils ont formulé une demande cette année? Ils ont exactement la même somme que l'Arche de la Gazelle. Ok. Et est-ce qu'on peut avoir le bilan de ces associations? Alors le bilan de ces associations, déjà sans elles, on ne pourrait pas vivre. Hein. Pas tout de suite, mais si on peut. Ah oui, mais avoir, déjà, voilà. oui, déjà c'est très important. Donc elles s'occupent de tout ce qui est à faire sur le terrain, en particulier de trapper les chats, de vérifier s'ils sont identifiés, éventuellement de les stériliser. Et ça c'est très important, on est en pleine campagne de stérilisation. Et puis de les soigner. On a des conventions avec les vétérinaires, on a une association, enfin on a la convention avec les 30 millions d'amis, on a aussi Brigitte Bardot, enfin tout est bien rodé. Hein. Sur celle-ci, ok, et puis ce qui va se passer en 2026, mais en 2025, est-ce qu'on pourra avoir le bilan des autres associations 2025 pour avoir une comparaison à un moment donné? Ah d'accord, ça, oui, je peux vous trouver le bilan, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, Madame Juventini. Nous passons à Monsieur Leboeuf. Donc, la délibération numéro 9 concerne l'évolution du règlement intérieur du Conseil municipal des Minots. Le mandat de l'actuel Conseil municipal des Minots prenant fin, je vous présente la délibération visant à faire évoluer son règlement intérieur. Cette modification marque une première étape dans la mise en œuvre de notre programme de revalorisation de la citoyenneté chez nos jeunes Pénois. Ce texte introduit de nouvelles modalités d'élection qui se dérouleront désormais directement au sein des 8 écoles élémentaires de la commune, où tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 seront amenés à voter pour 2 représentants par école. De plus, pour garantir une meilleure continuité dans les projets, les mandats se concentreront désormais sur les classes de CM1 pour une durée de 2 ans et de CM2 pour une durée d'1 an pour cette année de transition uniquement. Je vous invite donc à approuver ce nouveau règlement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Gratrubert. Sur ce point, je voulais d'abord faire quelques constats. Donc, le conseil municipal des Minots, qui a été initié par Jean-Philippe en tant qu'adjoint, c'était vraiment sur un véritable outil d'apprentissage des jeunes sur la citoyenneté et c'était calqué sur les institutions d'adultes. Si j'ai bien compris avec ce nouveau règlement intérieur, on s'éloigne de ça, on va passer plutôt sur une logique un peu différente de représentation par groupe scolaire, du coup, si vous me confirmez. Alors que nous, on vote pour un maire, on ne vote pas pour des quartiers ou autres. C'est dommage, enfin, notre avis, hein, le conseil des Minots doit apprendre aux enfants à s'engager pour leur commune, pas seulement pour une école. C'était plus large, ça avait une vocation plus large. Faire voter dans chaque établissement, ça va être créer des mini-secteurs. Alors que voilà, on va être là-dessus pas forcément d'accord. Autrement, on arrive aussi sur une composition de 16 élus, alors qu'on pouvait aller jusqu'à 26, c'était ça, s'ils étaient par binôme.
pourquoi on réduit la représentativité. Donc au-delà de tout ça, bon, c'est des constats à voir si on avait bien compris. Au-delà de ça, vous l'avez évoqué pendant votre campagne et pendant votre premier conseil municipal, pourquoi vous ne nous avez pas associés en tant qu'opposition à ces échanges sur le conseil des minots? Pourquoi ces changements? Et qu'en pensent les minots? Moi, je voudrais bien savoir ce qu'ils en pensent. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes, hein, puisque ça va être renouvelé. Je pense que c'était pour eux une volonté de faire comme les grands. Et du coup, ça s'éloigne un peu de ça. Voilà, donc pour cette raison-là, on votera contre. Pour la représentativité dans les écoles, donc il y aura toujours ce volet communal. Ils représenteront toujours les enfants de la commune. Mais on est parti d'un constat qui était que dans certaines écoles, il y avait 0 représentant. Et donc, notre volonté, c'était d'avoir une représentation vraiment de tous les quartiers de la commune. Donc, en votant pour 2 représentants par école. Et le choix de 16 élus, donc c'est parce qu'il y a 8 écoles, donc 2 représentants, ça fait 16. Et on n'a pas forcément réduit le nombre. C'est qu'avant, il y avait les binômes. Et normalement, le fonctionnement, c'était que les binômes, ça fonctionnait quand il y avait un enfant qui était absent. Mais là, donc il y aura toujours le même nombre, mais juste, on va appliquer en fait le règlement qui était en l'espèce avant. Et il y avait une autre question, c'était plutôt des constats. C'était voilà, sûr si on avait bien compris. Et oui, c'était sur les enfants. Est-ce que les minots ont été sollicités aussi? Nous, on n'a pas été sollicités, mais est-ce qu'ils ont été sollicités pour savoir si cette organisation leur convenait? Le travail s'est fait avec les animatrices, mais pas forcément avec les minots directement. Merci. Madame Elken. Je vais juste compléter ce que tu dis, Tom, parce que vous êtes passé dans chaque école pour présenter le Conseil des minots et le règlement, et vous avez échangé dans chaque école avec eux. Donc oui, ça a été fait. C'est important de le dire. En fait, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les choses ne doivent pas être décidées entre nous. Et pour le coup, elles ont été décidées avec celles et ceux qui utilisent le conseil municipal des minots. Il y a 2 points que vous évoquez. Un, la représentativité, comme vous l'a dit Monsieur Leboeuf, ce qui nous remontait de certaines écoles, c'est la problématique de représentativité. Donc c'est corrigé. Ce n'est pas une volonté de notre part de faire mieux, moins bien. C'est qu'on répond à la demande. Et le deuxième point, concernant le fait que ce soit sur 2 ans, parce que pareil, en fait, on a des jeunes qui nous ont remonté la problématique d'une fois la fin du CM2, ils basculent en 6e tout en restant intégrés au conseil municipal des minots. Donc toutes les décisions qui ont été prises répondent juste à la demande et au constat qui a été effectué. Notre volonté, c'est de rendre le conseil minots encore plus accessible à ceux qui l'utilisent. Et le deuxième point, on en a encore évoqué à plusieurs reprises, l'aspect représentativité communale et investissement va être drastiquement augmenté de par le passeport citoyen qui va être mis en place dans le cadre de ce mandat, où justement on aura une double casquette au sein du conseil municipal sur la jeunesse par le passeport citoyen que par le conseil des minots. Comme vous l'ont dit Madame Melchion et Monsieur Leboeuf, après on peut être en désaccord, c'est l'avantage de débattre en conseil municipal, mais là pour le coup on n'a fait qu'adapter le règlement intérieur en fonction des remontées qui nous étaient faites par les minots eux-mêmes et aussi par les animatrices qui les accompagnent depuis 2 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Du coup je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci Monsieur Leboeuf. Nous passons à la 10, Madame Gorlier-Lacroix. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, la prochaine délibération, c'est l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat avec l'association Cercle de l'Union des Peines, la prolongation de la durée de la convention. Donc, la convention de partenariat conclue avec l'association Cercle de l'Union du Plan des Peines est pour une durée expirant le 31 août. Elle a été délibérée en date du 26 juin 2025. Donc, afin de permettre à la commune de procéder à un examen actualisé des modalités de partenariat et d'évaluer les perspectives de son renouvellement dans les meilleures conditions, il est proposé de prolonger exceptionnellement la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2026. Et bien évidemment, cette prolongation, limitée dans le temps, n'emporte aucune modification des autres stipulations de la Convention. Vous avez des questions ?
Juste avant une précision, donc effectivement l'objectif c'est pas de mettre un terme à la convention à la fin de l'année, c'est juste de nous laisser le temps jusqu'à la fin de l'année civile de pouvoir apporter les modifications à la convention, comme vous disait Madame Gorlier-Lacroix, dans le cadre d'une nouvelle convention qui sera signée à partir de 2027 et on reviendra sur un rythme beaucoup plus annuel et normal, mais c'est juste le temps de pouvoir recadrer toutes les conventions, puisque vous l'avez compris, petit à petit, nous reprenons les conventions qui existaient ou qui n'existaient pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 11. Donc c'est une convention d'objectifs et de partenariat Ville et des Pennes Mirabeau avec l'association Comité des Fêtes. Donc cette délibération, vous l'avez vu, puisqu'une annonce a été faite en termes de communication sur les moyens de communication de la ville, le comité des fêtes ne souhaitant pas signer cette convention, puisqu'il n'existait pas jusqu'à maintenant de convention, le comité des fêtes ne souhaitant pas la signer, nous retirons cette délibération et nous travaillons sur une prochaine délibération permettant, avec exactement la même convention, qui sera d'ailleurs un petit peu plus drastique, puisque nous irons un petit peu plus loin que celle qui a été présentée au comité des fêtes, puisque nous allons demander à l'association ou les associations qui vont reprendre la gestion d'une partie de ces estivales qui auront bien lieu, nous allons leur demander de reverser une partie des bénéfices à l'amicale des pompiers de Septem et des Pennes Mirabeau et à l'amicale des comités des chemins feux de forêt, puisqu'il y a toujours la réserve et le CCFF et de ne pas faire l'amalgame entre les deux. Donc il y aura, dans le cadre de cette période estivale, afin de soutenir les bénévoles et les pompiers engagés dans la lutte contre les incendies, qui est un sujet important pour la commune, il y aura donc, en plus de la convention pour la prochaine association, cette, entre guillemets, participation par une reversion d'une partie des bénéfices, donc, vous l'avez compris, à l'amicale des pompiers et l'amicale du CCFF. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Musso. Oui, alors au vu justement de l'annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux aujourd'hui même, vous tenez donc pour responsable le comité des fêtes de ce changement d'organisation. Il me semble, par souci de transparence, nécessaire d'expliquer aux Pénois pourquoi le comité des fêtes justement a refusé de signer cette convention. Il y avait plusieurs articles qui posaient problème. Je ne vais pas tous les énumérer, il y en avait 4 là-dedans, mais notamment l'article numéro 5 que je vous lis. L'association s'engage à confier l'approvisionnement en boissons des 3 manifestations, les estivales, comportant un débit temporaire de boissons aux 3 cavistes établis sur le territoire communal. Alors au passage, je vous informe qu'il n'y a pas 3 mais 5 cavistes sur la commune. C'est un petit détail, mais ça a son importance. L'intention, c'est de garantir en fait une équité entre les commerces locaux. Ça, c'est tout à fait louable. Mais le problème, c'est qu'en l'état, cette obligation fragiliserait en fait directement le modèle économique du comité des fêtes. Alors je vous explique. Les recettes issues de la vente du vin notamment financent la sécurité, le gardiennage, les secours, les toilettes, le DJ, le matériel frigorifique. Et au-delà des estivales, il faut savoir aussi qu'une partie de ces bénéfices permettent aussi de financer d'autres manifestations gratuites au cours de l'année pour les Pénois. Si cette obligation devait être suivie telle qu'elle, elle mettrait donc en péril l'équilibre financier de l'association. Et c'est pour ça qu'ils se sont vus obligés du coup de la refuser, cette convention, parce qu'ils ne sont plus en capacité d'organiser l'événement dans ces conditions-là. Suite au retrait du comité des fêtes, donc on a appris aujourd'hui que la ville, et là ce que vous venez de dire semble le changer, se substitue à lui donc, et assumerait directement l'ensemble des coûts. Donc je ne sais pas si c'est exactement ça ou si c'est pour la prochaine, parce que vous venez d'annoncer qu'une convention serait à nouveau signée dans les conditions que vous avez évoquées. Donc je ne sais pas de quelle mesure du coup la ville prendrait en charge ou pas certains coûts que je viens d'évoquer, et notamment les coûts de personnel, puisque je rappelle, c'est du personnel, ce sont des bénévoles qui assurent toute l'intendance de la manifestation. Donc tout cela, alors que nous disposions jusqu'ici d'une association expérimentée, rodée à cet exercice depuis plus de 8 années, efficace sur le terrain et reconnue par la population.
Donc aujourd'hui, évincer le comité des fêtes à 10 jours des estivales nous paraît donc être une décision déraisonnable. Vous qui, lorsque vous étiez dans l'opposition, appelé à gérer la commune en bon père de famille, vous faites aujourd'hui preuve de discernement. Faites preuve de discernement aujourd'hui. Il n'existe en aucun cas une quelconque espèce de force majeure dans la situation qui justifie de créer un tel désordre aujourd'hui. Alors ne jouez pas les pompiers pyromanes, hein. Pourquoi ne pas répondre et reprendre cette convention à l'automne, à tête reposée, comme d'ailleurs s'y était engagé votre première adjointe et votre adjointe à la culture auprès du comité des fêtes. Donc ça permettrait de sécuriser juridiquement cette convention et de permettre aux estivales de se tenir cette année dans un climat apaisé. Merci. Merci pour ces éléments, Monsieur Musso. Vous nous demandez, en gros, de continuité la gestion en bon père de famille qui était voulue par Michel Amiel. Moi, je n'ai jamais évoqué la gestion en bon père de famille. Cette gestion en bon père de famille, Monsieur Musso, vous avez été adjoint aux finances. Est-ce qu'il est légal de pouvoir mettre en place une festivité sur la commune sans convention? Est-ce juridiquement et économiquement légal, Monsieur Musso? Je ne remets pas en cause le fait d'avoir une convention. Ce que je remets en cause, ce sont les articles, les 4 articles, je pourrais tous vous les citer, notamment le 5, dans lequel vous imposez un modèle économique à une association. Donc vous venez de dire que pendant tout votre mandat, vous étiez dans l'illégalité. Et je partage totalement votre point de vue, et c'est la raison pour laquelle nous tentons effectivement de revenir sur la mécanique aujourd'hui qui fait que nous avons énormément d'associations qui utilisent des moyens sans convention. C'est strictement illégal, Monsieur Musso. Donc, dans notre projet, nous avons pour premier objectif de rétablir l'ordre. Mais de rétablir l'ordre pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Quand nous visitons le SDIS la semaine dernière et que nous apprenons que les pompiers utilisent tout au long de l'été, chaque après-midi, les espaces de Louison Bobet à plan de campagne, sans la moindre convention, puisque mise à disposition par le club Vélo Saint-Antoine, c'est totalement illégal. S'il n'existe pas de convention, une mise à disposition ne peut pas se faire par la commune. Vous étiez dans l'illégalité. Donc nous sommes en train de rétablir petit à petit des conventions qui permettent de re-rentrer dans un point juridique. Nous n'avons rien contre le SDIS, nous n'avons rien contre les pompiers, ils vont pouvoir continuer à utiliser les locaux, mais ça va devoir se faire dans un cadre légal. Concernant le point, le comité des fêtes n'existe pas depuis 8 ans, parce que vous oubliez toute la partie de Mme Beretti, qui était présidente du comité des fêtes, qui existe depuis des décennies. Donc il faut bien remonter à la source. Concernant le point de l'article, si vous êtes en désaccord, et ça peut s'entendre, nous avons la volonté de faire travailler le plus grand nombre de notre tissu économique. Ça fait des années que nous avons des commerçants qui nous disent « nous ne pouvons pas participer à telle manifestation parce que tel commerçant est choisi au détriment de l'égalité ». Nous mettons en place quelque chose qui permet de pouvoir répondre au fait que le tissu économique puisse y participer. On a une différence de vision, je l'entends. Vous parlez d'une convention qui met un modèle en difficulté. L'association qui va accepter cette convention, exactement la même, avec exactement les mêmes charges, puisqu'il est hors de question que la ville prenne en charge les toilettes, il est hors de question que la ville prenne en charge des dépenses comme le DJ ou l'animation musicale, ce sera l'association qui continuera à le faire. En revanche, on va continuer aussi de valoriser, parce que M. Musso, vous étiez dans l'illégalité encore une fois, puisque vous êtes obligé de valoriser d'un point de vue dépenses ce que la ville met à disposition d'un point de vue subvention en nature d'une association. Pour une soirée comme celle-ci, l'investissement en ressources humaines plus matériel, c'est plus de 20 000 €. Et ça, il faut que ce soit notifié dans la convention et il faut que ce soit notifié dans le CFU. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, mais là aussi où vous étiez dans l'illégalité, chaque année, vous ne faisiez pas référence aux moyens qui étaient mis à disposition des communes. Nous remettons de l'ordre, ça déstabilise, nous en sommes conscients, mais en tout cas, nous préférons cette gestion à celle du bon père de famille que vous évoquiez. Et l'association qui va accepter cette convention, elle va même accepter, encore une fois, une obligation particulière et supplémentaire qui est de reverser une partie des recettes, des bénéfices, à l'amicale de la réserve et l'amicale des pompiers. Comme quoi que le modèle économique fonctionne. En tout cas, nous demanderons, comme nous l'avions demandé dans la convention du comité des fêtes, nous demanderons un bilan financier au bout des 3 mois et nous verrons avec l'association la manière dont ça a soit permis à la population de bénéficier de fêtes formidables
avec un bénéfice à la fin, soit de faire bénéficier à la population de formidables festivités avec un déficit, et ça on le verra au bout des 3 mois. En tout cas, le principal, c'est qu'aujourd'hui nous avions une difficulté face à ce refus, il y avait un risque à ce que les estivales ne se fassent pas sur la commune, tout a été fait pour que les Pénois puissent participer et en tout cas s'amuser cet été comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Madame Gratruber. On ne remet pas en cause le conventionnement, c'est pas ce qu'on vous a dit. Au contraire, puisque bon, vous étiez tous très mauvais, vous allez remettre de l'ordre et on l'a bien entendu. Par contre, on l'a vu en commission, on a demandé pourquoi autant de cadrage. Je pense qu'on pouvait se poser et attendre. Pourquoi à chaque fois le faire 10 jours avant les festivités, comme ça pourrait être fait pour Loumirabéou, avec une désorganisation. Enfin après, peut-être que ça va être très très bien organisé, on verra ça. Mais c'est toujours, je trouve, alors vous allez me dire, vous êtes là depuis peu de temps, je sais les arguments que vous allez ressortir, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours, je trouve, avec... en commission, on a posé des questions aussi, voilà, pourquoi autant de cadrage et tout, on n'a pas eu forcément de réponse. Donc voilà, c'est juste, on n'est pas contre le conventionnement, on veut juste savoir pourquoi ça arrive des fois comme ça. Et puis, illégalité, vous l'avez répété 10 fois, je crois qu'on l'a bien compris. Donc vous avez la réponse à votre question. Sur le pourquoi nous voulons tant de cadrage, c'est parce que la population nous demande à ce que tous les commerces puissent accéder de manière égale à des festivités comme celle-ci. Il n'y a pas plus de raison que celle-ci, et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les conventions, nous allons retravailler à ce qu'effectivement, il y ait une valorisation des moyens mis à disposition et une égalité de traitement. Vous avez la réponse. Et c'est parce qu'au Madame Koch et ensuite Monsieur Musso. Bonsoir à tous. Effectivement, concernant cette convention, qu'elle soit nécessaire, je ne doute pas du fait qu'il soit nécessaire de convenir d'une convention afin qu'une association puisse accéder aux moyens de la commune. Là n'est pas le cas d'espèce. Mais moi, c'est encore une fois, je reprends les arguments de l'autre groupe, la précipitation en fait. Donc, remettre de l'ordre, c'est une chose. Remettre de l'ordre dans la précipitation engendre effectivement une montée de la déstabilisation. Cette déstabilisation aurait pu être évitée avec peut-être une action plus douce, une convention qui puisse à la fois convenir à l'association en place actuellement et vous, qui aille peut-être jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi pas? Parce qu'il me semble qu'ils vous ont quand même fait des propositions pour modifier la convention, non? Il me semble. Si vous les avez, on est preneurs. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire, c'est ce manque de dialogue. Ce caractère abrupt, effectivement, déstabilise à la fois la commune et le nombre de bénévoles, qui ne sont pas si importants non plus, qui participent à ces associations. Et je pense que c'est à la fois un mauvais message, parce que tous les bénévoles qui s'investissent dans ces associations, qui sont attachés à leur association, sont ici désemparés un petit peu. D'autre part, vous avez parlé de la nouvelle convention avec une autre association que vous nous présenterez ultérieurement. Mais alors, vous nous disiez que les bénéfices seraient amputés, pourquoi pas, de dons à l'amicale des pompiers. Ce qui veut dire que peut-être les fêtes que faisait le comité des fêtes, qui étaient gratuites pour les Pénois, n'auront plus lieu alors. Je n'ai pas compris votre point là. Les fêtes que faisait le comité des fêtes gratuitement, avec c'est gratuit pour les Pénois, n'auront plus lieu de fait. Alors on a été élu sur le fait que la commune soit plus dynamisée avec plus d'événements, donc il n'y en aura pas moins. Alors comment? Puisque ce ne sera plus le comité des fêtes qui fera des fêtes gratuitement, ce sera la commune qui les financera? La commune va soumettre des conventions au comité des fêtes dans le cadre des manifestations qui étaient présentes tout au long de l'année dans le calendrier qui sera établi par le comité des fêtes. Donc vous annulez les estivales 10 jours avant. Nous, on n'a rien annulé. Mais si, il me semble qu'il y avait quand même eu des discussions avec le comité des fêtes. Vous n'avez pas fait ça Alors, il y a eu des discussions ou on n'a pas discuté? Mais c'est vous qui avez peut-être pas accepté aussi de discuter plus en amont. Alors, vous venez de dire qu'il y a eu des discussions. Oui. Vous comprenez ce que je... Non, là, j'avoue que je ne comprends pas du tout, Madame Koch. C'est dommage. Effectivement, je comprends mieux votre problème de communication avec les associations à ce compte-là. Mais je vais y reprendre autrement, vous inquiétez pas. Alors, non, vous inquiétez pas, on va reprendre ça autrement. Allez-y. Donc, quand ils vous parlent des articles qui leur posent problème et qui vous soumettent des propositions afin d'avoir des articles différents qui puissent convenir à chacun des partis, est-ce que vous appelez ça une discussion ou pas?
Mais donnez-nous les propositions. Nous, on n'a pas de proposition à ce jour. D'accord, ok. Excusez-moi, je me permets. allez-y, D'où Madame vous Elken. tenez ces informations? Parce que le comité des fêtes n'est absolument pas revenu vers nous. Enfin, là, je ne comprends pas. Mais vous faites bien de le dire, c'est très bien. Ah ben oui, il me Très semble bien. que c'est important de le dire, oui, je crois. Mais très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir, Madame Koch. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Musso? Il y a 2 points. Donc, nous sommes tout à fait favorables à ce qu'il y ait une convention, ça, il n'y a pas de souci. Et surtout à ce qu'elle soit appliquée dans ces conditions-là à toutes les associations qui reçoivent des subventions, du coup, en espèces ou en nature. C'est sur ce point-là aussi qu'on peut avoir quelques divergences, puisque sur les différents éléments que vous leur demandez, sauf faire de ma part, par rapport à d'autres délibérations et des subventions que nous avons adoptées récemment, ce ne sont pas les mêmes conditions qui sont demandées. Donc on va rentrer dans les différents articles. Sur les choix des cavistes, on ne va pas y revenir, hein, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça intervient dans le modèle économique, puisqu'en fonction du prix qu'on peut avoir de tel ou tel caviste, ça va générer plus ou moins de marge de manœuvre pour faire les autres manifestations que Mme Koch vient d'ailleurs d'évoquer. Il y avait l'article 7, puisqu'on parle de choses, on a étudié justement cette convention, et il y a certains articles qui nous posent problème. On avait dit 4. Donc l'association s'engage à associer la ville d'Epène Mirabeau à toutes les actions de relations publiques et à la consulter pour toute démarche vis-à-vis de la presse la concernant. Donc plusieurs éléments pour nous de cet article méritent d'être retravaillés pour la prochaine convention qui sera faite. Si vous pouvez en prendre attache, ça serait intéressant. Donc avec une vigilance particulière sur la formulation. Toutes les actions de relations publiques, c'est très large. Ça peut englober les démarches qui relèvent de la vie propre de l'association et pas seulement liées à l'événement ou à l'action soutenue par la ville. La consulter pour toute démarche vis-à-vis de la presse. Là aussi, consulter, ça veut dire quoi? C'est ambigu. S'agit-il simplement d'informer la ville ou faut-il obtenir son accord avant de parler à la presse? Si c'est la seconde interprétation, on se rapproche d'une forme de contrôle préalable de la parole associative. Et enfin, la concernant, là encore, c'est flou. Ça veut dire quoi, la concernant? Ça veut dire concernant la ville, concernant l'association ou concernant l'événement. C'est une clause floue. Et dans une convention, quand on est sur du flou, on arrive sur du conflit. Justement, le conflit, c'est l'article 8. Il est stipulé que la présente convention pourra être résiliée de plein droit par la ville et sans indemnité pour les motifs suivants. En cas de conflit entre l'association et la ville relatif à l'objet de la présente convention. En d'autres termes, cet article permet de résilier la convention sur la base d'un désaccord, alors qu'un désaccord ne constitue pas une faute. Et quand je parlais tout à l'heure d'équité de traitement par rapport aux autres associations aussi, l'article 6 dit que l'association fournira à la ville dans un délai de 3 mois, après l'été, soit avant le 30 novembre, et pour chacun des 2 événements, donc les événements, le premier c'était les estivales, le second c'était le 14 juillet, donc après ces 2 événements, un compte-rendu de la fréquentation, des publics sur les manifestations organisées, incluant un bilan et un compte de résultats certifié. Il y a d'autres subventions qui ont été données pour des manifestations précises. Aucune convention n'a été passée pour qu'il vous donne ce type de document. Un compte de résultats et un bilan certifié, ça veut dire faire intervenir le comptable, sauf faire de ma part, quand on finance des associations, on présente un bilan annuel. Donc là aussi, puisque vous comptez réitérer ce point précis, faites-le pour toutes les associations et pas que pour le comité des fêtes. C'est fait à dessein. Monsieur Musso, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que nous allons effectivement rentrer dans le cadre de cette convention-là pour toutes les associations. Je termine s'il vous plaît. Concernant la presse, c'est un point d'usage qui est valable pour toutes les associations et je vais même pousser un petit peu plus loin. Vu le montant de la subvention en nature accordée pour ce type de manifestation, les communes ont le choix à chaque fois de passer par une délégation, c'est-à-dire passer par du privé plutôt que par une association. Si vous passez par du privé, le cadre est bien plus fort que celui-ci. Nous faisons le choix, comme ça a toujours été fait, de rester sous le cadre associatif. En revanche, encore une fois, nous souhaitons remettre de l'ordre et organiser les choses de manière claire. Si les points ne vous conviennent pas, c'est votre choix. Pour le coup, on ne sera pas du tout d'accord. En revanche, là où effectivement nous allons nous appuyer, c'est sur l'égalité. Et toutes les associations
auront ce type de convention du moment où il y aura des manifestations avec des gros montants en termes de subventions en nature. Et c'est ce à quoi nous allons tendre. Et effectivement, nous aurions un petit peu plus de temps pour le faire si en plus vous évoquiez un sujet concernant le risque de déséquilibrer encore les finances. Monsieur Musso, la chance, c'est que face à vous, l'intégralité de la majorité a été bénévole dans une structure associative pendant 12 ans. Nous avons nous-mêmes géré une association sans 1 euro de subvention publique. Donc nous savons ce que c'est que d'organiser des manifestations qui, à un moment donné, peuvent avoir un déséquilibre financier. Quelle association vous avez gérée sur les Pennes Mirabeau ? Merci, Monsieur Musso. Donc nous avons la possibilité de pouvoir vous évoquer que nous avons de la connaissance économique quand nous gérons une association. C'est ce que nous avons fait pendant 12 ans. Madame Koch. Madame Koch. Madame Koch, s'il vous plaît, Monsieur Musso. Chacun son tour. Merci. Vous reprendrez votre micro juste après. Encore une question qui me semble un peu problématique. Donc vous me dites que vous vouliez mettre les conventions depuis le début de votre mandat et que c'était votre but premier de remettre de l'ordre là-dedans. Mais alors pourquoi avoir attendu 10 jours avant les estivales, après que vos adjoints aient été voir l'association en question en lui disant que rien ne changerait? En fait, si vous voulez, encore une fois, ce n'est pas sur une convention en elle-même. On peut discuter des clauses d'une convention et bien sûr, ça fait partie du débat et des contrats qu'on passe avec les associations, j'en conviens. Je suis effectivement pas d'accord avec toutes les clauses qui ont été mentionnées sur cette convention. Je ne vais pas refaire mention de la totalité de la chose. Moi, ce qui m'effraie plutôt dans votre action, c'est justement cette précipitation, la parole qu'ont donnée vos adjointes à cette association. Alors, pourquoi ont-elles donné cette parole-là et après avoir changé d'avis au pied du mur 10 jours avant les estivales, après que les associations aient investi pour ces événements, après que des personnes se soient aussi engagées à participer à cet événement, notamment des commerçants, avec les frais que cela engage. Et si vous voulez, cette précipitation-là, pour moi, est une source de conflit. De conflit non seulement avec les associations, que vous les aimiez, que vous les aimiez pas, je ne rentre pas là-dedans du tout, hein. C'est pas ça la perception que j'ai, mais de conflit aussi avec les personnes qui s'engagent en tant que bénévoles dans les associations. Parce qu'aujourd'hui, c'est celle-ci, demain, ça sera laquelle, on ne sait pas. Ce sera toutes. S'il y a... Non, mais tout avec ce genre de dialogue qui n'est absolument pas abouti. Alors, vous nous dites qu'ils ne vous ont pas répondu, mais c'est quand même étrange qu'une association ne vous réponde pas, c'est qu'il y a peut-être aussi de votre côté un manque d'accès avec ces associations. Est-ce que cela a été possible de former un échange avec les associations? Est-ce que vous avez mis tout en œuvre pour pouvoir former cet échange? Est-ce que effectivement les prendre à 10 jours avant les estivales, c'est pas un peu compliqué pour elles aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on prend une mairie, j'en conviens que vous vouliez mettre de l'ordre. Ok, mais il y a une façon de faire. Il y a des gens qui se sont engagés. Demain, est-ce qu'on aura encore autant de bénévoles si vous traitez les associations de cette façon-là? C'est la question que je me pose. La question est très simple et la réponse est très simple. Parce que, madame, il nous était impossible d'imaginer une seule seconde qu'un comité des fêtes n'ait pas de convention pour organiser une festivité sur l'espace public. C'était inimaginable pour nous. Puisqu'il n'y a pas une commune en France qui organise une festivité sur un lieu public sans convention. On ne se parle même pas de point économique, d'un point de vue sécurité. Qui est responsable en cas de problème s'il y a un souci sur l'espace public dans le cas d'une manifestation sans convention entre la municipalité et l'association? Qui on va venir chercher? Donc pourquoi ça s'est fait au dernier moment? Mais parce qu'au moment où les festivités ont été annoncées et que l'échéance est arrivée et que nous avons sollicité les services en demandant transmettez-nous la convention pour qu'on puisse la passer en conseil municipal, la réponse qui nous a été donnée, mais monsieur le maire, il n'y a pas de convention. La convention avec le SDIS que je vous évoquais tout à l'heure, pourquoi ça va se faire au dernier moment? Mais parce qu'on l'a découvert en visitant le SDIS jeudi dernier, et que si le commandant ne nous dit pas qu'ils utilisaient les locaux, on allait découvrir sur place le fait qu'il n'y a pas de convention. Je comprends votre étonnement, mais on l'est tout autant, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les élus qui ont connu d'autres communes, les agents qui ont connu d'autres communes qui viennent d'arriver, ou le cabinet qui a connu d'autres institutions, est éberlué de la manière dont c'est géré. Encore une fois, nous avons une commune qui s'est permise d'organiser des manifestations de ce type sans convention. Pour nous, c'était impensable,
inimaginable. Donc c'est la raison pour laquelle ça s'est fait tardivement. Ça s'est fait tardivement, mais néanmoins, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu 3 moments d'échange. Le premier moment d'échange où effectivement il y a eu des informations données aux adjointes, qui étaient, si d'autres cavistes ne permettent pas de fournir ces estivales-là, c'est parce que les cavistes soit ne répondent pas, soit ne permettent pas de récupérer les invendus. On est allé récupérer les informations étaient fausses. Les cavistes nous ont dit « je ne suis pas sollicité depuis 2019 et je suis en capacité de redonner les invendus ». Donc parce que les informations qui nous avaient été données au premier rendez-vous avec les adjointes concernées, effectivement, la posture a changé puisque ce ne sont pas les informations que nous ont données les principaux concernés. Donc, vous voyez que les échanges ont eu lieu. Il y a eu 3 rendez-vous. Il y a eu plusieurs appels. L'adjointe à la culture, qui était encore là, a essayé d'appeler le comité des fêtes la semaine dernière, je crois, presque une vingtaine de fois. Donc, excusez-nous si effectivement, en plus de tous les sujets, nous n'avons pas réussi à obtenir d'informations plus rapides. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, on découvre beaucoup de choses qui nous surprennent tout autant que vous, je vous comprends. Je ne mets pas en doute le fait que vous puissiez découvrir pas mal de choses, je le comprends tout à fait. Néanmoins, encore une fois, je trouve ça dommage de ne pas arriver à une communication plus fluide avec des associations qui ont engagé des bénévoles là-dessus, mais je comprends. Merci. En termes de communication fluide, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la culture, l'adjointe a rencontré 100% ou 99,9% des associations. L'adjoint au sport a rencontré 99,9% des associations. Et la très grande majorité de ces associations nous disent c'est la première fois qu'on voit des élus être aussi présents, venir nous voir dans les locaux. Et on a même des associations qui nous disent jamais un élu n'a mis les pieds dans cette infrastructure. Donc après 2 remontées différentes, vous avez les vôtres, nous avons les nôtres. En tout cas, aujourd'hui, l'intégralité des soirées de nos adjoints sont passées à rencontrer les associations depuis le début de ce mandat. Après, écoutez, là pour le coup, je vous avoue qu'on ne peut pas faire plus. On a fait le maximum. Oui, Monsieur Musso, Madame Melchion et après Monsieur Musso. Madame Melchion et après Monsieur Musso. Madame Melchion et ensuite Monsieur Musso. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je me suis noté la phrase. Une subvention ou une convention qui sera faite comme ci ou comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'association. En fait, vous imaginez qu'on travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas une association, il y aura un jugement. Je finis s'il vous plaît. Il y aura un jugement de fait sur une convention ou un montant de subvention attribué sur des critères du coup qui ne seraient pas clairs parce qu'on aimerait ou on n'aimerait pas. Mais sur quoi on se baserait pour aimer ou pas aimer? On est en gestion en fait, madame, et il n'y a pas de on aime ou on n'aime pas. Ils sont tous au même pied d'égalité, ce sont des associations. Une fois, madame, je parlais de façon générale. Je ne vous ai pas accusé d'aimer ou pas d'aimer, je vous ai dit de façon générale, c'était le contexte de ma phrase, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une association, mais qu'on aime ou pas. C'est même pas le propos, en fait, ça n'a rien à faire ici. Ah ben si, tout à fait, parce qu'on est des êtres humains. En absolument, fait, mais ça doit pas venir dans des choix. Eh ben on est d'accord, voyez-vous. Ah d'accord, on est bien d'accord. Oui, merci. Comme quoi? Monsieur Musso. Simplement très rapide pour être justement en application de ce que vous dites. Alors mettons en application cette convention. On vient de voter une subvention, là, la 6, pour les tambourins. 15 000 € pour le mondial. Appliquez-leur la convention. La convention va être établie à ce moment-là, sur le sport. Allez-y, monsieur Bruni, si vous voulez. Oui, nous allons travailler exactement sur les mêmes mécaniques pour toutes les associations, monsieur Musso. On n'a pas vu sur la D6. Hein. Nous allons travailler petit à petit. Je vous avoue qu'effectivement, avec tous les sujets qui sont en cours, on attrape petit à petit, sujet par sujet, et à la fin de l'année prochaine, vous allez voir que nous allons remettre d'aplomb toutes les conventions pour tout le monde. Là, vous l'aviez déjà. Nous faisons ce que vous n'avez jamais fait en 12 ans. Voilà. Nous essayons de le faire petit à petit. Nous nous excusons, monsieur Musso, en 2 mois et demi déjà de faire ce que vous n'avez jamais fait. Nous nous excusons que ça prenne du temps, mais je vous avoue qu'il va être assez difficile pour nous de rétablir 25 années de gestion. Mais en tout cas, nous nous y attelons et nous sommes certains d'y arriver sur ce mandat. Merci pour vos questions. Merci, monsieur Musso. Je mets aux voix qui est pour... Elle est retirée, pardon. Donc nous passons à la 12, madame Melchion. Alors la 12, c'est la prorogation de la convention territoriale globale, la CTG, conclue avec la CAF pour la période 2022-2026. Cette délibération concerne la prorogation d'1 an de cette convention conclue avec la CAF afin de maintenir les actions en faveur des familles et de la cohésion sociale jusqu'au 31 décembre 2027.
et non 2026. Ce délai supplémentaire nous permettra de réaliser un bilan, d'actualiser le diagnostic du territoire et de préparer un nouveau projet partagé avec les partenaires, les habitants et la CAF. Donc, il est donc proposé au Conseil d'approuver cette prorogation et d'autoriser Monsieur le maire et d'engager les démarches auprès de la CAF. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Un point sur lequel, je crois, Mme Melken, sur lequel vous allez travailler, c'est le taux de remplissage des crèches. Si vous voulez peut-être évoquer les chiffres, ou sinon, juste pour évoquer l'un des sujets qui est dans le cadre de la CTG, c'est que nous avons un taux de remplissage des crèches au niveau national qui est de 60%. Nous sommes à 40% sur la commune, alors que nous avons 100 familles en attente d'une place en crèche. Donc, voilà, nous avons 20 points d'écart en termes de remplissage. Et il y a du travail à faire pour effectivement repermettre aux familles d'accéder à nos crèches et de rattraper le retard qui a été entrepris par rapport aux autres communes, d'où la raison pour laquelle, entre autres, nous avons demandé à la CAF de pouvoir redéployer et de proroger cette convention. Je mets aux voix, puisqu'il n'y a pas de question, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci Madame Melken. Monsieur Estève. Bonsoir tout le monde. Donc la 13e délibération, c'est pour la création d'un comité social territorial commun pour la ville des Pennes-Mirabeau et son CCAS. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 14. La 14, donc, c'est la composition du comité social territorial. Donc la décision a été prise de... Donc pour expliquer un petit peu, nous devons mettre entre 4 et 6 élus et pareil pour les représentants syndicaux. Donc on a choisi de faire une parité entre les représentants des organisations syndicales et les élus à 6 pour chaque organisation. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. La 15. Et pour la 15, c'est la délibération classique de la mise à jour du tableau des emplois et des effectifs qui a été joint à la délibération. Juste quelques petites précisions concernant les emplois que vous avez, hormis pour les 6 agents de police municipale qui est bien une création de poste puisqu'il s'agit de recrutement pour la brigade de nuit, tout le reste, même s'il est noté création, recrutement, modification, c'est sur de l'interne et pas de recrutement externe. En fait, sur de l'emploi déjà existant. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Casbarian. Bon, bonjour. Excusez-moi, je vais vous poser la question. Pour la création de l'emploi responsable cellule proxy technique, vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît ? J'ai jamais entendu cette appellation. Tout nouveau, tout beau. Voilà, c'est parce que la cellule proxy technique est une nouvelle cellule qui va être mise en place au niveau des services techniques. Donc forcément, nouvelle cellule, création d'un emploi, donc sur un mouvement interne d'ailleurs. C'est pour tout ce qui est, j'ai envie de dire, réparation rapide, on va appeler ça comme ça. Tout ce qui est petite réparation dans les locaux communaux. Une régie, voilà, de petites réparations. Et c'est ça, tout à fait. En fait, on est parti du constat aujourd'hui. Typiquement, on vient de finaliser quasiment tous les conseils d'école et il y a des demandes pour des demandes assez simples. Un miroir dans les toilettes des filles, un robinet qui ne fonctionne pas, une porte qui est cassée. Et en fait, dans tous les comptes rendus de conseil d'école, c'est des demandes qui datent depuis 2025. Donc une poignée de porte qui est cassée depuis 2 ans. Il n'y a pas eu de changement. Une demande d'intervention dans les toilettes depuis 1 an et demi. Donc dans l'idée, c'est de enfin pouvoir répondre à ces demandes qui n'étaient pas à l'époque pourvues dans un temps normal. C'est pas normal que dans une collectivité comme la nôtre de 22 500 habitants, les écoles attendent 2 ans pour un simple miroir ou une simple poignée. Donc pourquoi proxy technique ? Puisqu'on est en train de mettre en place au sein des services techniques une cellule dédiée. Tout sera évoqué dans le prochain PNOA qui pourra justement suivre de bout en bout une demande. L'école, je dis une bêtise, des Cadeneaux, fait une demande d'intervention. Elle aura le suivi de bout en bout par l'intermédiaire de cette cellule jusqu'à la finalité de l'action. Soit elle n'est pas réalisable et il y aura un retour sur pourquoi auprès de l'école, soit elle est réalisée et il y aura un timing. On aura mis en place ça urgemment, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de directeur des services techniques depuis de nombreux mois. Ça datait avant notre arrivée, le recrutement est en cours. Donc à court terme, on priorise les écoles,
les centres aérés et les crèches. Donc on priorise tout ce qui est dédié à la jeunesse pour qu'à la rentrée, les choses rentrent dans l'ordre. Et dès que le directeur des services techniques, qu'en termes de structure, tout est organisé derrière, on va élargir ça à la population, ce qui fait qu'en fait, Madame Durand, qui effectuera une demande d'intervention auprès des services techniques, se soit suivie de bout en bout pour que, pareil, il n'y ait plus de « j'ai demandé ça à l'élu, j'ai demandé ça au service technique », et en fait, il n'y a jamais de résolution derrière. Donc voilà, d'où le nom de proxy technique. Allez-y, allez-y. Avec des ouvertures de postes pour la régie, ou vous allez garder le même personnel? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, vous avez une masse salariale forte sur la commune. Donc, l'objectif, c'est de ne pas augmenter la masse salariale, mais on va mieux utiliser la masse salariale actuelle. Et typiquement, comme vous disiez, Monsieur Estève, sur ce poste-là, ce n'est pas une création de poste, c'est un mouvement qu'on a fait en interne, un agent qui a basculé sur la cellule proxy technique. Merci à vous. Monsieur Estève, si vous vouliez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Oui, donc au vu, comme disait Monsieur le maire, au vu de la masse salariale actuelle, on est en train de faire une réévaluation des emplois de chaque personnel pour réorganiser les services et optimiser tout ça pour avoir un meilleur rendu sur le service public en essayant de garder les effectifs tenus actuels. D'autres questions? Monsieur Paletti. Bonsoir aussi. Concernant la masse salariale, pour moi, j'avais compris qu'on embauchait 6 policiers municipaux et donc il y aurait une augmentation de la masse salariale. Et ce soir, vous dites pas de masse salariale. Donc on dit pas d'augmentation en dehors des 6 policiers municipaux ou pas d'augmentation tout court? Alors, il ne faut pas tout confondre. La police municipale a été budgétisée. Donc ça, c'est une volonté de campagne et de mandat. Donc ça, forcément, il y a une augmentation parce qu'il y a 6 nouveaux agents. Je ne peux pas vous dire non, il n'y a pas de nouveaux agents, ce ne serait pas vrai. En dehors de ce recrutement-là, on va maintenir tout ça. C'est ce que j'avais compris, merci. D'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci Monsieur Estève. Nous passons à Monsieur Lamat pour la 16. Oui, bonsoir. Donc la 16 est une délibération qui nous permet de sortir du matériel du patrimoine de la commune pour pouvoir le vendre aux enchères. Contrairement à ce qui avait été présenté en commission de travail, on a dû faire une petite modification. C'est pour ça que vous aviez une version papier sur vos bureaux en arrivant. La première modification qu'il y a, c'est qu'on ne va plus passer forcément par le site Agorastore parce qu'on a été contacté par une autre plateforme, donc on va les mettre en concurrence. Ça, c'est la première modification. Et ensuite, la deuxième modification par rapport à ce qui vous a été donné, c'est qu'on va effectivement mettre aux enchères tous les véhicules non roulants qu'on a pu identifier sur la commune. Donc il y en a quand même 11 de mémoire. Oui. Et la modification, c'est que on avait annoncé qu'on mettait en vente la Laguna qui était utilisée précédemment par le sénateur. Finalement, on va la garder parce qu'il se pourrait qu'elle soit utilisée à usage d'un directeur de service. Donc ça répond à une question qu'on avait eue en commission. Voilà, un des directeurs qui va être en recrutement a soumis l'idée, donc on va la garder. Avez-vous des questions? Je mets au Monsieur Fuson. Non, déjà une question, vous parlez de la voiture du sénateur. Donc en fait, c'est... Oui, c'est parce qu'en tant que maire, on n'a pas le droit techniquement d'avoir un véhicule, mais en tant que sénateur, lors de l'achat du véhicule, M. Amiel était sénateur, donc il avait tout à fait le droit d'avoir ce véhicule à son service. Après, je ne sais pas exactement, ça remonte à quelques années, comment il est rentré dans le patrimoine de la commune, mais en tant que sénateur, ce n'est pas interdit d'avoir ce véhicule. En tant que maire, on est dans une zone pas très claire de la légalité, là, en termes de droit. En fait, pour être très précis, un maire a le droit d'avoir un véhicule de fonction dans le cadre de ses usages et de ses déplacements en tant que maire. Par contre, le maire n'a pas le droit d'avoir de chauffeur. Donc cette Laguna-là a été utilisée dans le cadre de tous ces déplacements.
il y avait la vocation de pouvoir le remettre à disposition dans les enchères, mais on va être très précis, le directeur général des services qui arrive le 15 juillet doit se voir attribuer un véhicule de fonction dans le cadre de ses missions. Donc plutôt que de racheter un nouveau véhicule, c'est ce véhicule qui sera mis à disposition. Du coup, en fait, vous vouliez le vendre pour faire des économies et là, c'était dans le budget. La dernière fois, vous avez expliqué que vous aviez des frais de représentation pour faire des économies, notamment avec la Laguna qui coûtait 2 000 € d'assurance, celui-ci qui coûtait extrêmement cher, 70 000 € à l'année, et du coup, vous la remettez en service. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas moi qui vais pas l'utiliser. C'est pas moi qui vais l'utiliser, pardon. C'est pas l'argent de la mairie. Alors, d'où le fait de faire des économies, on avait le choix. Soit on vendait la Laguna et vous en tirez 2 000 €, combien coûte une voiture aujourd'hui neuve? Ah d'accord. Oui, non, mais il peut prendre sa voiture, le directeur général des services. Non, un directeur général des services utilise une véhicule de fonction. Vous prenez n'importe quel directeur général des services de communes comme les nôtres, a le choix entre un véhicule de fonction ou un véhicule de service, et il aura un véhicule de fonction. À la région, il y a un véhicule de fonction. Je pense que la plupart des maires RN, les directeurs généraux de services ont des véhicules de fonction. C'est dans le cadre de leur mission. Oui, donc du coup, il n'y a pas d'économie. C'est sur le chauffeur qu'il y a les économies. Les 70 000 € que nous évoquions, l'économie de 70 000 €, c'est sur la masse salariale du chauffeur. Aujourd'hui, il n'y a plus de chauffeur, je me chauffe tout seul et on a fait économiser 63 000 € à la commune. Il était sacrément bien payé, le chauffeur. Oui, mais c'est... Alors, Monsieur Fuzon, quand je parle de 70 000 €, c'est le coût pour nos impôts, c'est-à-dire vos impôts. 70 000 €, c'est chargé. Bien entendu qu'il n'est pas payé 70 000 €, Monsieur Fuzon. Mais bien entendu que moi, quand je vous parle de charges, je vous parle de 70 000 €, mais on vous fera un cours sur les charges dans le cas des entreprises s'il y a besoin. Non, j'ai pas besoin de cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 17. La 17 est un avenant à un marché, au lot 1 d'un marché de travaux pour le gros œuvre, la maçonnerie et les seuils. Donc dans ce marché qui était pour la mise aux normes et en accessibilité des établissements recevant du public, on s'est rendu compte à l'usage qu'il manquait des prix qui n'étaient pas prévus dans le marché initial. Donc on doit faire un avenant pour ajouter ces prix. C'est principalement pour faire du terrassement, donc de la démolition, du terrassement et faire des fondations pour tout ce qui va être rampe d'accès en béton aux différents sites. Principalement, c'est pour des rampes d'accès en béton. Est-ce que vous avez des questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 18. La 18 est une délibération qui va nous permettre d'établir les futures conventions avec les associations, les diverses associations culturelles ou sportives principalement, en définissant un prix sur la mise à disposition de matériel, donc le don en nature. Parce que les assos, normalement, dans tous leurs comptes, doivent en fin d'année mentionner les dons en nature, en plus et en moins, et équilibrer leur compte avec ça. Donc c'est une demande qui est assez vieille et qui a été reprise en 2018 par l'autorité des normes comptables, qui est une extension du ministère. Et aussi au niveau des comptes de la commune, ça doit être mentionné. Donc là, au CFU, c'est mentionné comme étant les prestations en nature dans une annexe qui est l'annexe de la liste des concours attribués à des tiers en nature et en subvention. Donc il y a une colonne spécifique pour les prestations en nature. Donc ça, c'est au CFU, mais au compte administratif, donc les années précédentes, c'était aussi quelque chose qu'il y avait et qui n'avait jamais été correctement rempli parce que toutes les prestations en nature type près de chaises, près de tables, près de salles n'étaient pas mentionnées dans les comptes administratifs. Donc c'est pour remédier à ça et pour aider les associations, on propose donc un barème pour les chaises, les tables et tout le reste du matériel.
Et on précise aussi 2 points importants dans cette délibération. C'est que les demandes de prêt devront être faites 3 mois avant la manifestation pour que les services puissent s'organiser. Parce qu'il nous est arrivé d'avoir de nombreuses manifestations les mêmes week-ends et c'était un petit peu compliqué pour organiser tous les prêts de matériel. C'est encore arrivé récemment, un jour où il y avait le laser run, il y avait un tournoi d'escrime et il y avait je ne sais plus quoi le même jour. Donc, voilà. Donc les 3 mois de délai se permettent de planifier ça. Et le dernier point, ça permet, on précise aussi que l'installation des équipements et la logistique devront être valorisées en nature également. Donc si jamais il y a des heures sup ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on devra valoriser. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Monsieur Lama. Donc encore une fois, l'objectif c'est de rétablir l'ordre et de revenir dans la légalité. Donc ça permettra de pouvoir faire ce qui n'a jamais été fait sur la commune et de pouvoir entrer dans les clous de la valorisation du matériel. Donc typiquement demain, quand un chalet sera mis à disposition, des grilles, il y aura une valorisation en nature qui sera donc apparente aussi bien dans les structures financières des associations que notre CFU, comme vous l'avez évoqué. Juste avant de passer au vote pour le compte-rendu du conseil municipal, bien acter le retour de Madame Reynaud, première adjointe, qui était donc au conseil d'école des Cadeneaux pour suivre l'évolution du groupe scolaire. Je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 19. Pour la 19, avant que M. Lamat prenne le relais, je vais faire procéder à l'élection de Mme Reynaud en tant que première adjointe en qualité de présidente de séance pour la partie CFU. Est-ce qu'il y a une opposition à ce que le vote se fasse à main levée concernant la nomination et l'élection de Mme Reynaud ? Du coup, je mets au vote qui est pour la présidence de Mme Reynaud. Monsieur Lamat, je vous laisse prendre la parole. Je sors directement. Après, au moment du vote. Alors, concernant le CFU, donc le CFU, pour rappel, c'est le document qui remplace le compte administratif et le compte de gestion. Donc, l'un établi par la mairie, l'autre établi par le comptable public. Donc, c'est une fusion des deux, on va rester simple. Le résultat de ce compte est de 52,6 millions d'euros dépensés en 2025, et en recettes, 52,6 millions en recettes et 57,8 millions de dépenses. Donc avec les reports, ça fait qu'on a un résultat cumulé à la fin de l'année, donc au 31 décembre 2025, à 11 millions d'euros. Cependant, comme il y a un écart entre les dépenses et les recettes, sur l'année, on a donc un déficit de 5,2 millions d'euros, ce qui fait que la cagnotte, oui, on a appelé ça la cagnotte précédemment, qui était au 1er janvier 2025 de 16,5 millions, est descendue à 11,2 millions, un peu moins de 11,3 millions. Donc ça fait qu'on a perdu 5,2 millions d'euros dans l'année. Un autre point important, c'est que le ratio en fonctionnement courant entre les recettes et les dépenses est de 226 000 euros. 226 000 euros, ça correspond seulement à 0,6% des recettes. Donc c'est un chiffre qui veut dire qu'on va pouvoir sortir peu d'argent de notre fonctionnement pour investir dans des projets à l'avenir, que ce soit de la rénovation d'écoles, des nouveaux bâtiments ou des nouvelles routes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a peu de dettes dans la commune. Donc il nous reste 6,3 millions d'euros de dettes, de capital dû. Et en théorie, si on y consacre toute notre épargne, on pourrait se désendetter en 3,2 années. Donc c'est un chiffre ça qui est par contre très bon.
Au niveau des dépenses 2025, je voulais attirer l'attention sur le fait que les services qui ont dépensé le plus, c'est la culture, la jeunesse et les sports. C'est en partie dû à la construction du gymnase Rocky, gymnase et les abords de Rocky. Un de plus en particulier ici. Ah, ici, c'est les dépenses cumulées. Au moins, oui, j'ai cumulé les deux parce que pour la population, enfin pour la majorité des gens, le distinguo fonctionnement investissement n'est pas forcément évident. Après, pour les élus ou autres, dans le rapport, il y a le différence des deux, mais c'est vrai que le cumulé n'est pas forcément facile à trouver, donc je me suis permis de faire le cumul des deux. Sur les engagements pluriannuels, donc il nous reste en cours l'engagement pluriannuel qui avait été pris en 2018 sur la requalification du quartier La Gavotte et le gymnase Rocky, engagement qui avait été démarré en 2023. Point à noter, c'est que sur ces deux engagements pluriannuels, il reste des sommes à mandater en 2026. Donc il y a 2,8 millions encore sur la requalification de La Gavotte, donc 8 ans après. Et sur Rocky, il reste 1 million pour finaliser le projet. Petit point, au niveau RQG, donc requalification de La Gavotte, on est au total à plus de 26 millions d'euros dépensés, en comptant ce qui reste à dépenser en 2026. Donc très loin des 13,6 millions annoncés au départ. Dans les annexes normalement du CFU, au rapport du CFU, normalement on devrait mettre toutes les annexes concernant les délégations de services publics. En l'occurrence, à la commune des Pennes-Mirabeau, on en a une, c'est la Maison Bleue qui a la crèche en délégation de services publics. Cependant, les comptes qui nous ont été présentés par la société Maison Bleue ainsi que le rapport opérationnel qui était associé comportaient des inexactitudes et même clairement de l'insincérité. À titre d'exemple, je vais dire que les pénalités que la commune avait mis en 2025 à la Maison Bleue avaient été déduites de leurs bénéfices, ce qui est... on ne fait jamais des comptes comme ça, c'est totalement insincère. Donc on leur a mentionné à la Maison Bleue. À ce jour, on n'a toujours pas eu de réponse. Non, toujours pas de réponse à ce jour, donc voilà, on ne peut pas se permettre de mettre ce rapport en annexe. Dernier point, suite à la commission qu'on avait fait, Madame Nausière avait demandé à ce qu'on donne des indicateurs financiers, qu'on ne parle pas juste de comptabilité. Donc voici 3 indicateurs financiers. Donc on a l'EBF qui a un excédent brut de fonctionnement qui est à 1,8 million. On a une CAF brute, capacité d'autofinancement, qui est à 1,9 million, qui représente 6,16% des recettes. Donc c'est un chiffre qui est en dessous des 2 seuils d'alerte classiquement donnés par la Direction générale des finances publiques. Donc le premier seuil est à 10%, le deuxième seuil est à 7%. Ici on est à 6%. Donc effectivement le chiffre il est plus ou moins stable par rapport à 2024, mais il reste en dessous des 2 seuils d'alerte. Donc ce n'est pas une situation très enviable malgré tout. Le fonds de roulement, ça c'est un bon indicateur, on est à 105 jours, le montant exact je ne le vois pas, il est à 8,6 millions, pardon. Donc c'est un bon chiffre, cependant il faut faire très attention parce qu'en 2024 il était à 223 jours et 17,7 millions, ce qui fait qu'on l'a quasiment réduit par 2 en 1 an. Donc même si le chiffre est bon, il faut faire attention et regarder pourquoi on a une baisse aussi drastique. Et j'en ai fini de ma présentation. Avez-vous des questions ou des remarques ? Oui, Madame Nausière. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'avais noté effectivement que vous avez fait les rectifications, certaines rectifications qu'on avait pu faire en commission, notamment sur les appellations concernant le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Là, vous avez noté les ratios, et, enfin, à mon avis, il y en a un qui est important, parce que quand on parle de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement, inévitablement, on arrive sur la trésorerie.
et que la trésorerie au 31 décembre 2025, elle était de 9,9 millions. Et ça, c'est quand même un point très positif quand on analyse la structure financière d'une collectivité ou d'une entreprise. Une entreprise, c'est pas la même chose qu'une structure. Non, mais les ratios sont les mêmes. Fonds de roulement, attendez, fonds de roulement, besoin fonds de roulement et trésorerie, c'est trois choses que vous regardez quand vous le regardez si la situation financière elle est bonne ou mauvaise. Okay. Donc ensuite, concernant votre seuil d'alerte, vous parlez de 7%. En fait, le seuil, il est entre 5 et 8. Et après, ce que je voulais évoquer, c'est que vous nous parlez tout le temps de la note de la DGFiP. Ok, bon, mais finalement, moi, je l'ai aussi. Donc la DGFiP, effectivement, a fait une situation en 2023 et après a fait une projection 24-28. Donc c'est très bien, ça permet d'avoir une vision des choses. Par contre, ce qui est important après de faire, c'est que quand on a une projection 24-28, ben c'est 24, voir si la projection était bonne, voire 25 si la projection était bonne. Et quand on regarde 25 dans la projection de la DGFiP, il nous annonçait taux d'épargne brute de 3,52. Or, on est à 6,16. Donc, c'est bien de dire que la note, elle a fait une étude sur certaines choses, mais qu'à un moment donné, quand on est sur de la projection, ben, il faut après analyser année par année les résultats, comment ils se déroulent. Voilà, ça, c'est une simple remarque. Après, si vous voulez, je voulais m'adresser à vous, monsieur le maire. Dernièrement, dans le Pénois, j'ai lu textuellement que vous nous indiquiez que notre budget de fonctionnement de cette année est de moins 1,3 million. C'est quoi le chiffre de moins 1,3 million? Alors c'est le budget primitif. C'est bien ce que j'avais compris. Alors déjà, il y a deux choses différentes. C'est l'analyse d'un budget et l'analyse de trésorerie. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on a 10 millions en caisse qu'on peut utiliser les 10 millions. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant les 1,3 million, c'est les 1,3 million, je sais que ça vous hérisse, mais c'est en comptant les opérations d'ordre. Ces opérations d'ordre, pour vous, ne doivent pas être mentionnées. Pour nous, elles doivent être mentionnées, tout simplement, parce que c'est des dépenses obligatoires sur la sélection de fonctionnement, même si elles vont en sélection d'investissement, ce n'est pas effectivement des flux financiers, mais ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la technique financière, la technique budgétaire. Quand on parle au Pénois, c'est d'expliquer le résultat global. Le résultat global de la sélection de fonctionnement, c'est moins 1,3 million prévu cette année au BP 2026. Voilà. Après, on peut rentrer dans la technique. On en a déjà parlé en commission. On en a parlé en commission, on va pas rentrer dans la technique, on n'est pas d'accord sur la technique. Donc, vous avez répondu à ma question, c'est bien le résultat du budget primitif, autrement dit d'un budget prévisionnel. Donc déjà, au lieu d'employer le présent, ça aurait été bien d'employer le conditionnel, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si le résultat il va vraiment être de ce montant-là au 31 décembre 2026. Ah oui, vous savez, vous avez employé le présent. Madame Nauzière, quand vous avez un budget primitif dont la partie de fonctionnement est en déficit, c'est factuel. Non, mais la attends, création du budget, je peux vous répondre s'il vous plaît, merci, parce que l'objectif, c'est pas de se couper. Quand vous créez un budget primitif, il est en déficit d'1,3 million. C'est du primitif. Effectivement, derrière, nous, ça nécessite là, et c'est le plan d'économie que nous sommes en train de lancer au niveau municipal pour rattraper le budget qui avait été créé au préalable. Encore une fois, que ça vous convienne ou que ça ne vous convienne pas, après chacun a sa vision des choses. Nous avons un budget de fonctionnement qui est en déficit. Nous avons, c'est écrit noir sur blanc derrière, une commune qui est en dessous du 2e seuil d'alerte. Nous sommes dans un état critique en termes... Mais Madame Nauzière, c'est votre point de vue. Aujourd'hui, vous avez, d'un point de vue réglementaire, 2 seuils d'alerte, dont celui qui est noté dans le document de la DGFiP. Vous pouvez contredire. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez, typiquement, il y a 10 jours, on a eu un accompagnement d'un directeur général des services d'une autre commune. Quand il a analysé les chiffres du CFU et du budget primitif de 2026, il était catastrophé par le résultat. Parce que nous avons une commune qui est en déficit de fonctionnement. Vous parliez des 9... Madame Nauzière, c'est pas moi qui le dis, c'est la DGFiP. Alors, si vous contredites la DGFiP, pas de souci. Juste, et le dernier point concernant le... Laissez terminer le maire et ensuite vous y répondrez et on fera circuler la parole, s'il vous plaît. Et le dernier point concernant les 9 millions en fonds de roulement.
Mais c'est comme dans une entreprise. Si une entreprise vend son patrimoine et qu'elle arrive à 15 millions de fonds de roulement et que chaque année, cette entreprise a plus de dépenses que de recettes, elle va piocher dans son fonds de roulement. Mais elle est dans une situation catastrophique jusqu'à ce que la cagnotte se fonde à 0 €. Une entreprise, elle est là pour que son budget annuel soit bénéficiaire. Vous pouvez avoir la plus grande entreprise du monde, même avec 20 milliards. Si chaque année, elle est obligée par son compte d'aller piocher 5 milliards par an, elle ne va pas aller loin. Nous sommes dans cette situation. Non. Nous avons une cagnotte qui est montée jusqu'à 18 millions d'euros, non pas parce que nous avons extrait de l'épargne chaque année. La preuve, en 2025, vous l'avez vu le montant, 220 000 sur 60 millions d'euros. Donc une entreprise aujourd'hui qui serait dans ce cas-là, l'entreprise ne tiendrait pas longtemps et le chef d'entreprise, malheureusement, verrait sa société péricliter au bout de quelques années. Encore une fois, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Direction générale des finances publiques dans le document que vous avez devant vous. Elle ne dit pas ça. Bon. Alors, Donc, je peux est-ce que répondre, je peux passer la parole et Mais faire est-ce que circuler je peux Oui. répondre et après Oui, je poserai une, je laisse la allez-y. parole et après je poserai une autre question. Ok. Quand vous me dites... C'est pas des questions là, c'est des Oui, d'accord, c'est des interprétations. échanges, on va dire. On est là Voilà. pour ça quand même. Hein. Voilà. Oui, oui. Donc, vous venez de faire un exposé. Je ne suis pas d'accord avec vous sur les ratios fondamentaux, mais on ne va pas faire là un cours d'analyse financière, on n'est pas là pour ça. Moi, ce que je constate, c'est que vous notez qu'il y a un budget de moins 1 $1,3 million, le compte primitif, le résultat du compte primitif serait de moins 1,3 million. Vous tenez compte des opérations d'ordre dans lesquelles il y a les amortissements. Je suis désolée, ça ne décaisse pas la trésorerie, donc on n'est pas dans le même registre. Vous confondez les résultats comptables avec des résultats patrimoniaux. Donc, il faut... Ouais, bon, on va pas revenir là-dessus, on en a suffisamment discuté en commission. Moi, ce que je constate, c'est que vous écrivez ce texte dans le peignoir, et ce que moi, je veux vous rappeler, c'est que ce budget... je ne vous contredirai pas en disant qu'une partie de ce budget a été préparée par l'ancienne majorité, mais vous y avez mis votre touche aussi. La preuve, c'est que vous l'avez présenté, validé. Nous, on ne l'a pas voté. Vous l'avez voté. Donc, vous en avez fait votre. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas dire c'est le budget de l'ancienne majorité, c'est le budget de la commune des Pennes-Mirabeau. Et pas le budget... Oui. Ok. Là, aujourd'hui, on est sur le CFU, et ça, c'est le compte... C'est le compte de résultat de l'ancienne majorité. Oui, mais où aujourd'hui, on a 226 000 € de fonds de roulement. Mais non, et avec ça, vous avez pas de bénéfices, non, excusez-moi, mais mais c'est un de résultat bénéfices et comptable. d'excédents. Aujourd'hui, c'est pas avec ça qu'on va faire des investissements à venir. Je laisse la parole à Monsieur Fuson. Oui, effectivement, c'est le compte financier, mais pour juste revenir aux 1,3 million de trous au niveau du budget, c'est vrai que, et même ce compte financier, c'est pas vraiment le vôtre, et ce budget primitif aussi, mais quelque part c'est aussi le vôtre, parce que je veux quand même rappeler que vous avez par exemple dans votre majorité M. Long, qui a été pendant 18 ans avec M. Boucher dans l'autre majorité, et qui a voté absolument tous les budgets, qui a voté toutes les prises de décision, et qui a été d'accord pendant 18 ans avec la gestion amiable. Vous avez aussi Mme Garnier, qui a passé 12 ans dans la majorité et qui a été également d'accord avec tous les budgets pendant 12 ans, avec toute la gestion pendant 12 ans. Donc nous dire que ce n'est pas votre budget, si quelque part un petit peu c'est votre budget, puisque vous avez recyclé des personnes de la majorité, de l'ancienne majorité. Une chose aussi, et là c'est également c'est pour vous, c'est la requalification de la Gavotte. Vous en avez parlé, on est passé de 13 millions à 26 millions, même un peu plus, et il y a eu un trou de 13 millions d'euros sur un projet qui était impossible à réaliser en l'état. À l'époque, on avait alerté, mais personne ne nous avait écouté, vous ne nous aviez pas écouté, et malheureusement, vous avez voté pour. Donc, c'est ce trou qu'on a de 13 millions d'euros, au niveau de l'investissement, c'est votre trou, c'est le vôtre. Et concernant, vous nous expliquiez que vous faisiez les conseils d'école, et c'est très bien. Est-ce que vous leur avez dit au conseil d'école de Claudie Hénéré que vous avez voté pour une cour en restant? Est-ce que vous leur avez dit que vous avez voté pour un préau trop petit où les enfants se mouillent? Est-ce que vous leur avez dit que vous avez voté pour une cour d'école où il n'y a pas assez d'ombre? Est-ce que vous leur avez dit que vous avez voté pour une école où il n'y avait pas de salle polyvalente? Je pense que non. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce... Effectivement, on n'a pas voté pour ça. Ah si, vous avez voté pour.
Ah, si, il y avait les plans. Juste pour Non, mais info, sur les plans de l'école, moi j'étais très attentive aux plans de l'école. Il n'y avait pas de cour en restanque. La cour présentée lors du concours était une cour plate. Elle n'a jamais été en restanque. Elle a été faite, je ne sais pas pourquoi, en restanque, mais c'est le suivi des travaux qui ont fait ça. Sur les plans, c'était une cour plate, monsieur. Et par ailleurs, sur l'artificialisation, on s'est battu contre le fait qu'il y ait des arbres qui ont été détruits tout le long du chemin de Valsec, alors qu'il y avait des arbres, ils ont tous été coupés, c'était pas prévu comme ça non plus. Effectivement, il y a de gros soucis sur l'école Claudie Agnery, je vous le confirme. La réalisation est de très mauvais réalisation. D'accord. Bon, vous avez voté pour, mais en plus, vous n'avez même pas participé au concours de maîtrise d'ouvrage, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas élu. Vous avez été élu en 2020. C'était le concours de maîtrise d'ouvrage, c'était de mémoire en 2016. J'étais dans l'équipe de M. Amaro pour information. D'accord. Bon, en tout cas, vous n'avez pas vu, parce que nous, c'est bizarre, parce que nous, on avait vu tout ça. Vous voyez, c'est assez troublant. Voilà. Donc, Monsieur Fuzon, ce qui a été présenté à la population, donc je ne parle même pas en tant qu'élu, à l'époque je n'étais pas élu, ce qui a été présenté à la population en 2018, de mémoire, il y avait une allée arborée le long du chemin de Valsec, il y avait une piste cyclable, il y avait une cour d'école plate. Il y avait un sens unique, oui, tout à fait. C'est très bien de le dire. Il y avait le sens unique dans les plans qui avaient été présentés à la population. Je les ai encore. Et vous avez voté pour ce sens unique qui pose tant de problèmes de circulation. Merci de le rappeler. Alors, de un, je n'ai rien voté. Et de deux, je n'étais pas élu à l'époque. Et vraiment, ce n'était pas un sens unique. Regardez vous vos n'étiez plans. pas dans l'équipe? Non, parce que je ne suis pas élu, je suis dans l'équipe. Maintenant, ah non, mais c'est pas moi. Est-ce que je peux repasser la parole à monsieur Didier Long qui a été interpellé? Oui, bonsoir mesdames, messieurs. Je tenais à préciser à monsieur Fuzon quelques points. D'un, je n'étais pas adjoint dans la précédente majorité, donc je n'étais pas décisionnaire. Je n'ai jamais eu ce rôle-là. J'ai d'autre part je n'étais pas d'accord avec toutes les décisions qui ont été présentées. Je ne les ai pas votées. Relisez les comptes rendus des précédents conseils municipaux. Vous verrez que, par exemple, je n'ai pas voté l'augmentation des impôts locaux. Point important. Alors, l'année, je vous invite. Et recycler, le terme, je le trouve très péjoratif. Je ne suis pas un produit d'environnement qu'on recycle, monsieur Fuzon. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Je suis un être humain et le terme recycler, je ne l'apprécie pas, je le trouve très péjoratif. D'ailleurs, je me permets de le dire pour ma collègue Eliane Garnier, que vous avez citée aussi. Merci. Je tenais à mettre ces points au clair. En tout cas, vous êtes très résilient parce que pendant 18 ans, vous avez été dans une Monsieur majorité et vous Fuzon, avez voté à contre-cœur. Monsieur Fuzon, s'il vous plaît, on est sur le CFU, là, c'est la deuxième fois. Je donne la parole à monsieur Amaro. Pour terminer sur l'école de Claudie Agnery, puisque c'est effectivement un point que vous l'aviez vu dans les APCP. En tout cas, encore une fois, on s'évertue à faire ce qui n'a jamais été fait auparavant. Il y a un comité de pilotage qui va être mis en place à la rentrée avec les parents d'élèves, puisqu'on regarde devant et on regarde ce qui va se passer pour le futur. Après, certains restent dans le passé. Écoutez, ce n'est pas notre cas. Donc, il y a un comité de suivi qui va être mis en place avec les parents d'élèves sur l'école Claudie Agnery, qui va pouvoir permettre de travailler sur le terrain d'à côté, puisque nous avons demandé à la métropole de changer le classement de la parcelle qui est disponible juste à côté, puisque l'ancienne majorité l'avait laissé en parcelle à urbaniser afin que des logements puissent y être construits. Nous avons fait la demande à la métropole et cette parcelle va dorénavant, dans les années à venir, dans le cadre d'une modification, être cette fois-ci classée en utilité publique afin que nous puissions, avec les parents d'élèves, répondre à notre programme et notre projet qui est de construire sur cette parcelle des établissements dédiés, effectivement au périscolaire, 2 à potentiellement des crèches, des places en crèche, puisque c'est un projet qu'il y avait sur ce terrain. On continue à regarder devant, grâce aux travaux qui ont été menés par Madame la Première Adjointe. Nous allons enfin terminer la réparation du côté
du bâtiment de l'école Claudie Aigneret, qui est laissé totalement à l'abandon depuis des années, qui crée un scandale visuel sur la Gavotte du fait de la non-gestion de l'ancienne municipalité. Grâce au travail mené par Madame Reynaud-Fiori, nous avons signé un protocole d'accord avec la propriétaire qui ne voulait plus rien entendre avec la précédente majorité, vu la relation, la communication et le comportement qu'il pouvait avoir. Et nous sommes heureux d'annoncer que les travaux vont être engagés cet été et devraient finir au plus tard à la rentrée courant septembre, afin que, enfin, nous ayons une école, un établissement digne de ce nom, et nous nous évertuons, Monsieur Fuzon, à rattraper les erreurs du passé. Concernant Valsec, nous allons lancer, je termine s'il vous plaît, nous allons lancer une étude cette année afin de remettre effectivement ce qui était prévu dans les plans au départ, c'est-à-dire une voie à double sens. Il n'y aura plus de sens unique sur Valsec, une piste cyclable, un cheminement piéton et de la végétalisation. Nous allons réaliser dans les années à venir ce qui n'a pas été fait sur le précédent mandat. Et merci en tout cas à toute l'équipe, l'intégralité des conseillers municipaux, d'où qu'ils viennent, de travailler et d'œuvrer dans le projet sur lequel nous avons travaillé ensemble et pour lequel nous avons élu. Merci. Monsieur Musso. Monsieur Musso, moi alors. Ouais, Monsieur Musso. Ouais. J'y vais. Alors, Ah bah on revient si, sur le Monsieur CFU. Musso fait le- On revient sur le CFU. Alors, quand vous écrivez que la CAF brute est de 1 974 000 euros, on est d'accord. Quand vous écrivez que la CAF nette est de 1 245 000, on est d'accord. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'au passage, il y a la nuitée de prêt. Sauf que la nuitée de prêt, elle n'est pas dans la section fonctionnement, mais dans la section investissement. Donc ça veut dire que, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le résultat, on va le démontrer autrement. Donc ça veut dire que nos 1 974 000 euros, c'est ce qui va servir à faire de l'investissement en 2026. Ceci dit, donc on est d'accord sur ces points. J'ai vu que vous avez noté très favorablement qu'on était sur un ratio à 3,26 concernant la capacité de se désendetter. Et quand on regarde dans les communes voisines, on a des communes voisines qui, après avoir pris le comité des comptes, enfin, qualifient ce ratio de ratio roi. Donc à 3,26, on est vraiment très très bien. On a un endettement qui est plus que de 6,7 millions et la capacité d'endettement, je l'ai déjà dit. Donc moi, je reviens sur les propos, monsieur le maire, excusez-moi, je ne fais pas une fixation sur vous, mais vous dites, vous avez parlé de désastre, je vous cite, hein, d'hémorragie financière, d'une ville qui fonce droit dans le mur. Alors, vu tout ce que je viens d'énoncer comme ratio, c'est pouvez-vous indiquer aux habitants quel indicateur financier objectif et actualisé justifie encore aujourd'hui ces affirmations? Monsieur Lamat va vous répondre. Alors, je prends juste le CFU, page 14. J'ai un résultat d'exercice en fonctionnement de 226 000 euros. 226,60, c'est en milliers d'euros, ça fait 226 000 euros. On n'est pas d'accord sur les indicateurs utilisés, mais encore une fois, vous parlez en termes de trésorerie et de prospective financière, on parle en termes de budget parce que c'est plus facile à comprendre pour les Pénois. Ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, on n'a pas assez d'épargne pour faire des projets, et des projets il y en a beaucoup, parce qu'il faut rénover quand même pas mal de groupes scolaires, entre autres, il faut refaire des routes, et donc tout ça, ça va être pris sur l'excédent de fonctionnement. Cet excédent de fonctionnement, il est très limité à l'heure actuelle, que ça soit la CAF, si vous voulez parler de la CAF brute ou nette, comme vous voulez, ou le résultat comptable, c'est la même chose, dans tous les cas, on est très bas. Et ça ne permet pas de sortir, vous pouvez faire la tête que vous voulez, mais à 226 000 euros, moi, je ne refais pas une école. C'est les chiffres, page 14, je ne peux pas faire mieux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les indicateurs pertinents, ben, on a lancé un audit, on a même sélectionné la société, donc on peut en parler à présent. Ça va être KPMG qui commence son audit semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, semaine prochaine. Donc à partir de là, on aura les indicateurs complets d'un cabinet qui spécialisé depuis un certain temps. Là, leur antenne, c'est l'antenne de Clermont-Ferrand qui est spécialisée sur la fonction publique et l'État. Là, on aura des spécialistes incontournables pour donner ces indicateurs. Après, vous ne voulez pas faire confiance à la nouvelle majorité pour donner des chiffres qui sont validés par
la direction financière des Pennes Mirabeau qui sont validées par le comptable, ok. On fait un audit où on aura une prospective financière avec des gens qui sont incontestablement compétents. Vous aurez vos réponses à ce moment-là. Nous aussi d'ailleurs, parce qu'on remet en doute nos compétences, même si on pense savoir ce qu'il faut faire, on va remettre en doute nos compétences et notre compréhension en passant par ce cabinet d'audit pour avoir plus de prospectives. Et ces prospectives, on les aura à la fin de l'année. Alors, merci de votre réponse. Seulement, on ne va pas y arriver parce que je ne remets pas du tout en cause les chiffres du comptable public. Hein. Pas du tout. Moi, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, je suis consciente que la CAF brute, elle est un point de vigilance, ça c'est certain. Mais ce n'est pas ce seul ratio qui permet de déterminer de la situation financière. Et je veux bien qu'on dise qu'il y a un point de vigilance, mais de là à dire qu'on est dans une hémorragie financière, qu'on va droit dans le mur, que c'est désastreux, il ne faut pas exagérer. Alors, les critères que vous m'avez donnés, ce n'est pas des critères qui permettent de faire une telle conclusion. Je suis désolé. Alors, excusez-moi, on va terminer le débat. Parce qu'on peut débattre jusqu'à 23h. Ce que je vous propose, vous faites un courrier avec vos arguments à la DGFiP et vous verrez la réponse que va faire la DGFiP. Vous faites un courrier que vous allez transmettre à KPMG dans le cadre de l'audit et vous verrez ce que KPMG vous dira. Donc, on arrête les débats parce qu'on en a jusqu'à 23h. Vous n'êtes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Écrivez un courrier, vous le transmettez à la DGFiP, vous le transmettez à KPMG et je vous donne une troisième solution. Vous l'envoyez à la Cour régionale des comptes et dans le cadre du passage de la CRC sur la commune des Pennes Mirabeau, ils donneront aussi une analyse sur votre point de vue. Faites les courriers, on les appuie avec grand plaisir. Voilà, merci. Merci madame. Merci madame. Je passe la parole à monsieur Musso. Donc, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Je peux laisser la parole à monsieur Musso. Je redemanderai la parole. Oui, donc le rapport de présentation du CFU, hein, donc, il a été d'ailleurs un petit peu corrigé, modifié par rapport à ce qu'on avait eu en commission. Donc merci d'avoir pris en compte certaines observations que nous avons formulées. Je vais pas revenir globalement, je partage ce qu'a dit Madame Nauzière, mais à la lecture de ce CFU, chacun peut le lire effectivement comme il veut, mais en tout cas il nous décrit une situation nettement moins alarmiste que ce qui avait été présenté lors du débat d'orientation budgétaire ou lors même du budget primitif de 2026. À noter cependant, dans page 6 de ce présent rapport, l'affirmation selon laquelle la section de fonctionnement ne dégage quasiment plus d'autofinancement est contredite par les chiffres, puisque l'épargne brute 2025, quasiment 2 millions d'euros, la CAFNet, 1,2 million d'euros, en amélioration par rapport à 2024. Donc ça aussi, il faut le souligner. Le besoin au fonds de roulement, il est négatif, moins 1,1 million d'euros, et avec une trésorerie, comme on l'a dit, quasiment 10 millions d'euros à 9,9 millions d'euros. Donc un fonds de roulement aussi à 8,8. Donc ça veut dire que derrière, on a en plus, et vous l'avez souligné, une dette faible qui est de situation financière saine. Donc il était possible dans le budget 2026, notamment avec un besoin de fonds de roulement négatif, de pouvoir réinscrire les comptes à terme pour justement préparer les futurs investissements. Vous avez souligné effectivement avec les 226 000 euros d'excédent cette année, on aurait pu les améliorer avec ces comptes à terme. Donc simplement, pour être très bref, pour conclure, on votera contre le CFU, en cohérence avec notre opposition au budget de 2025, que nous avions jugé sous-calibré sur les investissements prioritaires, notamment ceux destinés à réduire nos coûts de fonctionnement. Merci. Oui. Alors, je vais conclure parce qu'on parle d'indicateurs financiers, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a un indicateur financier qui est compréhensible par tout le monde, c'est celui qui est à l'écran. C'est en 2025, on a perdu 5 millions sur la cagnotte, ce qui veut dire qu'en 2 ans au même régime, on est à zéro. À 3 ans, on ne peut plus payer. Voilà. Donc il faut qu'on change de façon de faire le budget, parce qu'il y a des investissements qui sont nécessaires et qui sont importants sur la commune. J'ai parlé des groupes scolaires, j'ai parlé des routes. Ça va demander de l'argent. Donc si on garde la même façon de faire au niveau du fonctionnement, ça ne passera pas. Enfin, on pourra le tenir 2 ans. Et après, au bout de 3 ans, et oui, mais la politique, c'est pas réfléchir à 2 ans. La politique, c'est essayer de proposer quelque chose de mieux à l'avenir pour les Pénois. Moi, je suis désolé, là, c'est une situation désastreuse. J'avais pris cette image au BP quand on a présenté le BP 2026. Je reprends la même image, c'est on fonce sur les récifs, on n'y est pas encore, mais si on ne tourne pas la barre très rapidement, on va prendre les récifs de plein fouet. Et c'est ce qu'on montre là. Si on perd 5 millions d'euros par an, on ne peut pas se permettre de perdre 5 millions d'euros par an pendant 3 ans.
Monsieur Boucher voulait parler avant, mais... Non, moi je vais juste préciser le chiffre que vous dites. Oui, bien sûr, on a perdu 5 millions d'euros sur les excédents budgétaires. Non, mais sur les excédents budgétaires qu'on avait valorisés depuis des années, par rapport à des excédents budgétaires et également une gestion de la vente du patrimoine de la commune, qui a ramené, c'était 6 millions d'euros. Si vous allez à 18, ça fait 12 millions d'euros d'excédents budgétaires. On avait prévu, bien entendu, de perdre ces 5 millions d'euros parce qu'il fallait terminer le complexe Gilbert Rocky. Après les 11 millions d'euros qui restent... Il n'est pas fini. Alors, oui, mais il n'est pas fini, ça c'est votre rôle maintenant de voir. Mais les 11 millions d'euros qui restent, alors que vous aviez annoncé à toute la population qu'on avait 18 millions d'euros de cagnotte, on ne les a jamais dit, nous. On savait, mais bien sûr, parce qu'on a anticipé. Nos investissements sur le mandat étaient prévus avec le complexe Gilbert Rocky, d'où nos 18 millions d'euros d'excédent budgétaire. Après, à vous, si vous avez promis monts et merveilles pendant cette campagne, notamment en termes de travaux, de faire avec ce qui reste. Mais nous, c'était prévu. Et on avait prévu dans notre plan de campagne et dans notre programme d'utiliser ces 11 millions d'euros. Point barre. Donc vous pouvez faire, comme on a dit en commission, tous les discours, toutes les déclarations que vous voulez. C'est normal. Vous avez la vision, comme dit souvent monsieur le maire et son cabinet, d'une vision différente de la nôtre. Mais nous, aujourd'hui, on laisse une situation saine. Et j'espère que vous la laisserez saine dans 6 ans. Point barre. Merci en tout cas. Merci monsieur. Monsieur Musso. Oui, simplement, je partage tout à fait ce que vous avez dit. La situation aujourd'hui présente un déficit, ça a été expliqué. Nous avons continué, la ville a continué à investir dans la situation de crise, quand effectivement nos coûts de fonctionnement ont explosé et où la section de fonctionnement ne dégageait plus suffisamment de ressources telles qu'on le faisait par le passé. Le choix a été fait de continuer d'investir. Le programme a pu être exécuté en partie grâce à cela. Donc aujourd'hui, il faut effectivement travailler sur cette nouvelle dynamique de réduire nos coûts de fonctionnement, notamment par les investissements. Et c'est exactement ce qui a été fait. Et ce que souligne d'ailleurs ce budget, c'est que la section de fonctionnement, dans ces différents indicateurs, s'améliore. D'ailleurs, le coût des fluides, quand on les reprend dans le détail du CFU, on le voit qu'on est revenu à une situation identique à 2021, c'est-à-dire avant crise. Donc aujourd'hui, la collectivité, effectivement, a les capacités et le devoir de continuer à améliorer ses marges sur le fonctionnement. Et c'est ce sur quoi il faut être attentif et à financer de manière adéquate les choses pour qu'on puisse réduire de manière optimale nos coûts de fonctionnement. Merci. Bon, je clôt le débat. On va vous demander à monsieur Amaro de sortir pour passer au vote. Je passe au vote. Qui est pour le CFU? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est adopté. Le conseil municipal est terminé. Merci à tous. Monsieur Boucher. En commission, monsieur Lama nous avait dit qu'on aurait un point sur la métropole. Ah oui. C'était la question que... donc oui, il devait y avoir une réunion en métropole où la métropole devait décider quelles seraient les économies, et principalement les économies faites sur le dos des communes, entre guillemets. Cette réunion a eu lieu, mais n'a pas débouché sur une position officielle de la métropole disant on vous enlève telle ou telle subvention. Donc à l'heure actuelle, on est toujours dans le flou, donc je ne peux pas dire si on va avoir une modification de notre budget avec moins 300, moins 400, moins 600 000, parce que la métropole, ou moins 700 en plus, parce que d'après la Cour des comptes, théoriquement, on pourrait même nous enlever 2,3 millions par an. Si on suit les prescriptions à la lettre de la Cour des comptes, ça n'arrivera jamais, mais c'est... Voilà. Donc après, ce qui s'est dit au bureau de la métropole, peut-être monsieur le maire peut en toucher 2 mots. Effectivement, aujourd'hui, il y a une interrogation sur 2 points principaux, les attributions de compensation et la dotation solidarité communautaire. Ce qui est envisagé, c'est que les AC ne soient pas touchés cette année, attribution de compensation cette année. En revanche, sur la DSC, dans le pire des scénarios, nous aurions une baisse de quasiment 400 000 euros. Ce qui voudrait dire que dans le budget primitif 2026 que nous avons déjà voté, nous devrons engager des économies de 400 000 euros supplémentaires qui ne seraient pas versées par la métropole.
L'intégralité des délibérations liées au budget ont été ajournées puisqu'elles devaient être votées semaine dernière en Conseil métropolitain. Elles ont été ajournées au prochain Conseil métropolitain qui aura lieu au plus tard mi-octobre. Ce qui veut donc dire que la DSC, dans le pire des scénarios, moins 400 000, qui sera versée en octobre au plus tard, peut-être avant. On aura peut-être une moindre marge de manœuvre, mais en tout cas, on anticipe avec le service finance un scénario catastrophe qui est de moins 400 000 sur une DSC de 500 000. Donc vous voyez, on perd quasiment tout. Monsieur Boucher. Je voudrais savoir votre position et la position des Pennes Mirabeau, bien entendu, puisqu'on a déjà entendu quelques maires manifester leur mécontentement et surtout refuser complètement la baisse de cette DSC. Donc je voudrais savoir quelle est votre position là-dessus. La position à la métropole, elle est identique à celle de la commune. C'est que les Pennes Mirabeau ont voté, en tout cas ont pris position pour qu'il n'y ait pas d'hausse des impôts. Il y avait 3 scénarios possibles présentés par la métropole. Premier scénario, 100% de hausse des impôts, ce qui représentait pour chacun d'entre nous sur la taxe foncière une hausse en moyenne de 200 € par an. Le deuxième scénario, c'était moitié économie, moitié hausse des impôts. Et le troisième scénario, c'était 100% d'économie. Je fais partie de ces maires qui ont dit qu'il est hors de question de faire encore augmenter la pression fiscale sur les foyers. À la métropole maintenant, à nous d'engager les économies nécessaires. Et c'est le scénario qu'on a choisi. En tout cas, je fais partie de ces maires qui ont dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de la part communale de la taxe foncière et qu'il n'y aura pas d'augmentation de la part métropolitaine de la taxe foncière. Donc notre position est claire. Maintenant, nous travaillons tous ensemble pour trouver des sources d'économie au sein de la métropole. C'est ce qui est en train d'être fait par le président, M. Isnard, et son adjoint aux finances, qui est M. David Itier. Il y a fort à parier, en tout cas, que les efforts vont être faits de la part de la commune en termes d'économie aussi, pour ne pas avoir à imputer cette charge des 400 000 € en termes de pression fiscale, puisque nous tiendrons jusqu'au bout notre engagement, qui est de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière. Merci, mais juste si on nous oblige donc on perd 400 000 € sur la DSC, est-ce que vous voterez bien entendu contre cette délibération à la métropole ou pas? Après, j'ai bien entendu vos arguments, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très bien. De toute façon, on ne peut pas voter pour ou contre. Enfin, à un moment donné, la position... Si, on peut montrer son mécontentement sur une baisse de dotation. Donc vous auriez voulu une augmentation de la taxe foncière? Absolument pas. Mais quelle est votre solution alors? Que l'État et la métropole, par rapport aux économies que vous allez travailler là-dessus, on n'ait aucune baisse des 400 000 €, puisque comme vous l'avez dit, dans une situation catastrophique, les 400 000 € vont coûter très cher. Mais ça, c'est la Cour régionale des comptes qui impose cette baisse de la DSC aux communes. Donc là, pour le coup... Après, il y a un vote symbolique malgré tout. Bien entendu que si on nous impose 400 000 €, on trouvera des économies. Vous trouverez des économies à la métropole avec M. Isnard, il n'y a pas de souci là-dessus. Et s'il faudra trouver des économies sur la commune, vous les trouverez, sans augmenter les impôts. Il y a après un vote aussi. Vous avez bien voté contre le budget et vous avez mis le budget à la métropole, tous les maires, et c'était très bien, on vous l'a dit d'ailleurs, vous avez voté contre ça. Vous pourrez sûrement voter contre le fait qu'il y ait une baisse des DSC, parce qu'il y a des maires qui vont s'engager à voter contre, vous le savez très bien. C'est une position très intéressante et c'est vraiment intéressant qu'on ait ces échanges. Si nous votons majoritairement contre, est-ce que vous savez ce qui se passe, M. Boucher, derrière? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, si la majorité des maires s'oppose à la baisse de la DSC, c'est le préfet qui prend la main. Et lui, le préfet, non, il a donné pour l'instant ses recommandations. Si le préfet prend la main, ses recommandations, c'est de supprimer drastiquement les AC, les attributions de compensation. Et là, pour la commune, c'est plus moins 400 000, c'est potentiellement, alors 6 millions, c'est la somme des AC, mais c'est potentiellement moins 700 000 €. Qu'est-ce que vous préférez, moins 700 000 ou moins 400 000? Pour la première année, oui, vous avez raison de préciser. Honnêtement, pour vous et pour nous, ni l'un ni l'autre. J'ai aucun problème là-dessus, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est juste à un moment donné, montrer votre position, comme le font certains maires, et qui crient un peu dans les journaux, ce que vous faites très bien quand vous avez besoin de ça, de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. On le sait qu'à un moment donné, la préfecture prendra la main si on vote tous contre. Vous l'avez fait une première fois et on a eu des préconisations. Ces préconisations montrent qu'il y aura une baisse. Et honnêtement, on le savait aussi, bien entendu, puisqu'on avait quand même des infos, et notamment les attributions de compensation étaient dans le viseur de la préfecture et de la Cour des comptes. On le savait depuis 2 ans maintenant. Donc, je vous demande juste de nous dire, et vous l'avez dit à travers vos propos, la position que vous adopterez le jour du vote.
Ah ben, la position, elle est claire. On a 3 choix possibles. Oui, j'ai compris. Le premier choix, l'augmentation des impôts pour les Pénois et l'intégralité des habitants de la métropole, refus catégorique. Le deuxième choix, c'est de laisser la main au préfet concernant la baisse des attributions de compensation, c'est-à-dire pour essentiellement donc, la première année, moins 700 000. Le troisième choix, c'est la DSC, moins 400 000. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc le troisième choix sera celui qui est le moins impactant pour la commune et qui sera privilégié. Très bien, merci. De rien. Mais échange très intéressant. Merci beaucoup pour ce conseil municipal. Pour rappel, prochain conseil municipal le 6 juillet. Et d'ici là, rendez-vous dans vos quartiers. Merci beaucoup.